Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, encore heureux de vous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Qu'est-ce qui s'est passé hier au tribunal militaire afin que Dame Diomo soit aujourd'hui remise en liberté? Les faits, les accusations portées contre la dame aujourd'hui semblent être désormais derrière elle et le regard porté depuis des semaines sur la télévision Equinox après le passage de la dame dans l'émission Parole de femme. Comment comprendre la réaction de nombreux Camerounais aujourd'hui qui pour beaucoup étaient versés dans la manipulation mais surtout l'oppression d'un autre genre tout en renvoyant des parjures en permanence sur la chaîne de télévision basée bien évidemment ici à Douala. Quel regard vous y jetez vous aussi? Quelle appréciation vous en faites naturellement de la libération de Dame Diomo? Et qu'est-ce qui a entouré cette libération qui depuis hier encore fait parler plus d'un évidemment au Cameroun? Madame, messieurs, on en parlera assurément pendant l'émission de 10-12 le Zénith. Soyez les bienvenus ici, vous êtes chez vous, tenez-vous prêts, quoi qu'il en soit avec la grande équipe. Nous on aura encore pas mal de choses à vous adresser ce matin. Charles Amembatou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour au maire de Douala 3. Monsieur le maire, levez la pression, la haute pression que vous êtes en train d'imposer aux différentes agences de voyage. Elles veulent le fermer et se décider. Si cette pression continue, la semaine prochaine, ils ne vont pas travailler. Ils ont encore les routiers qui les dérangent. Ils ont le ministère des Transports qui sont sur eux. Il y a toutes ces différentes taxes qu'ils doivent payer. Et là, le DOP, bulletin d'émission des droits d'occupation du parking, c'est quoi cette affaire face à l'OTVP? Vraiment, vivement qu'il y ait une concertation, qu'il y ait une séance de discussion pour décrisper véritablement le climat. Ça ne va pas. Tous les secteurs sont touchés dans ce pays. Oh là là, c'est dur. C'est dur, Charles Amembatou. Merci infiniment pour cette entrée ce matin. Bonjour, Bonbon Bengan Kanje. Bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Certaines élites et certaines populations, une bonne frange de la population de Bamungum ne veulent plus de son sous-préfet. Ils ont adressé d'abord, pas de correspondance, ils ont saisi le chef de premier degré, Bafoussam 3, pour leur dire que les propos qu'avait tenus à l'époque le sous-préfet Badamja, voilà, Badamja, il ne tolère pas ce genre de propos jusqu'à ce que le chef de terre demande pardon. Vous imaginez qu'un sous-préfet vient demander pardon à ses administrés, mes chers amis, vous n'avez. Mais le problème est là, ils n'en veulent plus de ce sous-préfet. Voilà, c'est celui-là qui aurait dit que Paul Biya à Yaoundé et lui il est ici. Il est à Bamungum. Oui, il est à voilà. Bamungum. En tout cas, les populations également ont leurs droits, les revendications sont légitimes lorsqu'on se sent outré, blessé, choqué, humilié par un sous-préfet, même si pour beaucoup en même temps c'est la logique pour pouvoir gouverner, il est important de rappeler que le peuple, c'est le peuple qui décide et c'est avec le peuple qu'il faut faire, c'est avec le peuple justement qu'il faut tout faire effectivement pour bien gérer ce peuple-là. Et si les élites et les populations demandent à ne pas avoir ce sous-préfet à Bamungum comme étant sous-préfet, il est important que le ministre Paul Atangandji se penche véritablement ce sujet et comprennent que le Cameroun n'appartient pas à des individus, mais le Cameroun appartient à tous les Camerounais, quel que soit le bord auquel ils peuvent bien appartenir. Bonjour Karine Sonte et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et un bonjour particulier à l'aîné Guibaï Gatama qui lui-même sait qu'un mémorandum du Grand Nord existe déjà et il a quand même pris sur lui de porter la voix de 10 millions de nordistes pour revendiquer autant pour moi l'intégration et le respect de l'équilibre régional dans le positionnement des populations des Camerounais ressortissants du Grand Nord dans l'échiquier national et même politique. Sauf que aujourd'hui, voilà le ministre Paul Atangandji qui dit seulement que non seulement 10 millions de nordistes n'est pas légal, en plus il appelle de manière insidieuse et sournoise les Camerounais à se liguer les uns contre les autres.
Merci beaucoup Karine. Et il va falloir également qu'on se pose une question évidente ce matin. Qui sont ceux tapis dans l'ombre, d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui font de Frandia le futur président de la République du Cameroun en 2025? Comment expliquer qu'il y ait une pré-campagne aujourd'hui? Le Cameroun serait-il en train de traverser déjà ce qu'on a connu au Gabon il y a quelque temps entre le père Bongo et le fils Bongo? Serait-on en train de préparer ce qui s'est passé bien évidemment au Togo entre Ford et Yadema et son père Nyasimbe? Est-ce qu'on sera en train de préparer également le terrain aujourd'hui au Cameroun pour Frandia? Une espèce de campagne est en vue sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Qui sont ces tapis dans l'ombre? Serait-on en train de préparer les Camerounais à l'accepter au moment venu? A-t-il le profil nécessaire? Que dire justement si le parti au pouvoir venait à faire de lui le candidat justement qui risquerait de présenter comme étant le candidat à la présidentielle en 2025. Frandia a-t-il le profil nécessaire? Pourquoi une pré-campagne maintenant? On en parlera certainement pendant l'émission, madame, messieurs, mais c'est à voir sur les réseaux sociaux, ça parle énormément et ça fait réagir chaque Camerounais. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, ça va? Bonjour aux téléspectateurs. Ça va bien? Oui, je vais bien. Vous Et la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est un problème si on a quelqu'un qui veut être candidat pour ce parti? Vous-même pour être candidate, hein? Justement, Voilà. donc on devrait même mais pas qui sont ceux faire. tapis dans l'ombre aujourd'hui qui tentent de tout faire pour l'imposer tout de suite, préparer les aux grandes dames de ceux qui sont déjà dans ce parti, ceux qui sont devraient connus, être candidats. Ouais. Ceux qui ont mouillé le maillot pendant près de 40 ans aujourd'hui. Malheureusement, ils ne sont pas nés sous une bonne étoile. Hein? Donc, lui, il est né sous une bonne étoile. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. C'est la On en parlera providence. assurément. Bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va à l'histoire. D'accord, nous vous écoutons. Oui, donc l'histoire de ce matin est certainement le vécu de beaucoup de familles aujourd'hui. Vous savez, généralement, on a des Camerounais, des frères dans nos familles qui envoient leurs enfants faire des études chez leurs frères. Donc l'histoire de la jeune femme de ce matin, âgée sensiblement de 23 à 25 ans, elle s'appelle, disons, Georgette. Voilà, Georgette est allée vivre chez son oncle dans la ville de Bafoussam il y a quelques années. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, dit-elle, on ne l'a pas véritablement intégrée comme un enfant de cette maison-là. Elle raconte qu'elle n'était pas, elle avait l'impression d'être une épine dans les pieds de cette famille, mais bon, puisqu'il fallait être là-bas pour terminer ses études, terminer sa formation, elle est restée. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est maman d'un enfant qui vit chez ses parents. Les péripéties qui encadrent la naissance de son enfant sont un peu dérangeantes parce qu'elle dit que malheureusement ou heureusement, elle a conçu de sa petite fille et lorsqu'elle est née, son oncle lui a dit « Ici, tu ne peux pas avoir un enfant puisque tu es censé venir étudier. Donc ton enfant, tu t'en sépares. » Elle a dû renvoyer ses enfants, son enfant chez ses parents dans la ville de Bertois là-bas et aujourd'hui, elle s'en occupe à distance. Elle a fait une formation hôtelière et aujourd'hui, elle gère un petit restaurant, un restaurant qu'elle a pu s'ouvrir avec les petits sous qu'elle avait. Elle raconte que malgré qu'elle vive toujours dans cette famille-là, ce n'est pas ça, ce n'est pas toujours ça. Lorsqu'elle a commencé à avoir son travail, elle dit qu'elle s'est retrouvée à faire 24 heures en dehors de la maison et que malheureusement, personne ne l'appelait pour savoir où est-ce qu'elle était. Parce que, dit-elle, on ne la considérait pas comme un enfant de la maison. Elle dit que lorsqu'elle était enceinte, on l'isolait et elle se retrouvait à passer des jours sans manger. Dans cette maison, ses parents de circonstance lui disaient qu'elle était une mauvaise fille, qu'elle avait comment on appelle ça en français? Elle avait quand quelqu'un a une influence négative sur les autres enfants, elle était une mauvaise fille par rapport aux attitudes, à ses sorties et tout. Donc, elle dit que lorsqu'il arrivait qu'on la gronde à la maison, elle sortait et elle allait dormir chez une cousine. Dernièrement, donc, elle s'est retrouvée à passer 5 jours après une petite dispute avec sa mère à la maison. Elle a fait 5 jours chez sa tante et lorsqu'elle s'apprêtait à rentrer, elle a reçu un coup de fil qui lui demandait simplement de venir porter ses affaires parce qu'on ne pouvait pas admettre ce genre de choses dans la maison. Elle dit qu'elle n'est pas une fille volage, qu'elle n'est pas une fille vulgaire. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que
On lui demande, on lui dit tout le temps qu'elle est une mauvaise fille, qu'elle a une mauvaise influence, qu'elle va ramener des maladies, qu'elle va contaminer aux enfants dans la maison. Donc, elle dit que le travail qu'elle a ne lui permet pas aujourd'hui de pouvoir se payer un local, mais tout de même, elle a pris ses affaires et elle est partie de la maison avec à la demande de ses parents. Elle veut savoir, est-ce c'était une mauvaise chose de partir de la maison de cette façon, parce qu'elle dit que ses parents même l'ont blâmée pour le fait qu'elle soit partie de cette maison-là. Donc, en résumé, c'est une enfant qui a été élevée pendant quelques années par son oncle et qui estime qu'elle a été maltraitée et qu'elle a été chassée ensuite. Voilà. Alors, justement, l'histoire telle que vous nous la restituée ce matin, qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Quelles sont les réponses, quels sont les conseils que vous lui avez légués avant qu'on en vienne sur le plateau? Directement, je lui ai dit qu'elle s'est très mal comportée. Elle s'est très mal comportée et face à ce genre de situation, on ne peut pas être tendre. On ne peut pas être tendre parce que lorsque on regarde dans notre entourage, généralement on a des femmes, prenons des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des maternités, généralement on leur donne des enfants à élever. Et la plupart du temps, lorsqu'elles finissent de donner une certaine éducation à ces enfants-là finissent par se retourner contre elles en estimant dans leur tête, bien sûr, que le fait qu'elle n'ait pas eu un enfant ne lui donne pas le droit de se permettre certaines choses avec ces enfants-là. Donc, cette jeune femme, oui, vous êtes allé vivre chez votre oncle, mais le fait de dire qu'on vous cherche pour laver les assiettes, c'est méchant. Votre oncle vous a pris parce qu'il sait quelle était la situation de vos parents, et il a voulu épauler son frère. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Et simplement pour ça, vous devez faire profil bas. On n'éduque pas un enfant en lui faisant des cadeaux? Oui. Enfin. Il n'est pas question d'accepter le moindre de vos caprices parce que à la moindre chose, vous allez dire « on me traite comme ça parce que je ne suis pas un enfant de la maison ». C'est faire preuve d'ingratitude que de le dire. Qu'on ne vous a pas traité ainsi parce que vous n'étiez pas un enfant de la maison. Et c'est logique. Lorsqu'on est l'aîné dans une maison et qu'on a une certaine attitude, ça impacte sur les plus petits. Vous êtes arrivé, vous aviez sensiblement 18-19 ans et après vous concevez la première année de votre arrivée dans la maison. Quel est l'exemple que vous êtes censé donner à ces enfants-là? C'est pour ça que votre oncle et votre tante ne pouvaient pas être tendres avec vous. Comment se fait-il qu'un enfant dans une maison, on vous gronde et vous alliez dormir dehors? Chez d'autres personnes, vous serez partis le même jour. Vous serez partis le même jour parce que vous estimez qu'on ne peut rien vous dire. On ne peut pas vous faire de reproches parce que vous êtes suffisamment grande. Vous savez ce que c'est que de faire plaisir à un homme. Donc, en conséquence, vous vous mettez au même piédestal que votre mère à la maison. Donc, en grande fille, vous sortez et vous allez vous débrouiller. Si c'est facile, mais elle vous a dit sortez. Quand même qu'elle a commencé à se débrouiller, elle fait un petit job. Mais elle vit toujours pas chez bien ses payé. gens. Oui. Alors, elle vous a moins dit comment c'est passé pour la conception, l'enfant? Ça s'est passé comment pour qu'elle puisqu'elle vous dit que l'enfant est chez ses grands-parents paternels chez sa mère, chez sa mère. Chez sa mère, elle à l'Est en même temps. Oui. Voilà. Donc, elle vient de l'Est. Ah, d'accord. Et c'est son oncle qui vit à Bafoussam. D'accord. Donc, ses parents l'ont envoyé à Bafoussam pour les études, pour terminer sa formation. Et la première année de son arrivée, elle est tombée enceinte. Donc, il fallait terminer la formation pour qu'elle puisse avoir un travail. On estime, bien sûr, vous le dites certainement, que c'est de l'ingratitude lorsque vous vivez chez quelqu'un et qu'à un moment donné, vous estimez que vous êtes maltraité parce que au regard de la situation... Parce que vous comparez aux enfants, aux enfants du concerné. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt une chance pour elle d'avoir une éducation un peu plus stricte? Oui, c'est important. Et c'est même très bien. Parce qu'en fait, c'est l'aînée de la famille, donc c'est la plus grande dans cette famille. La maison, oui. Elle est considérée effectivement comme étant la cadette du couple en réalité. Tout à fait. Et elle est censée être un modèle pour ceux qui vont suivre. Pour la maison, oui. L'ingrate dans l'histoire, c'est celle qui se plaint. Les ingrats, c'est ceux qui estiment que je suis allé chez ma tante, on me faisait travailler le matin pendant que les enfants étudiaient. Parce qu'on va toujours vous raconter ce genre d'histoire. Et c'est méchant lorsque les gens veulent vous tendre la main. Même si vous arrivez dans une maison, parce qu'il y a des gens qui ont des écarts, même si vous arrivez dans ces maisons où on vous traite un peu plus durement que les autres, c'est à votre avantage. Une femme qui estime une jeune fille qui estime qu'elle lave trop les assiettes ou elle fait trop à manger,
aujourd'hui qu'elle a 18 ans, sera une bonne femme qui pourra bien tenir sa maison lorsqu'elle aura 30 ans. Espérons bien sûr que ce message sera entendu ce matin. Qu'elle aille demander pardon et qu'elle parte de là parce qu'elles ne s'entendront plus de toute façon. Très bien. Merci beaucoup Dominique. Allez, Karine Santia, votre point de vue sur l'histoire de ce matin. Quelle analyse vous en faites? L'analyse principale que je fais, c'est que finalement, lorsque votre enfant a déjà plus de 10 ans, ne l'envoyez plus chez les gens. Vraiment, n'envoyez plus chez les gens. Parce que si elle n'a pas créé un problème entre cette femme qui l'a accueillie et son époux, c'est peut-être par la grâce de Dieu. Parce que vous voyez tous ces dégagements, elle vous dit, c'est elle qui nous dit qu'elle elle n'est pas une fille à problème, elle est quelqu'un de très posé et tout, mais c'est elle encore qui se fâche et va dormir chez une tante juste parce qu'on l'a grondée. Ça veut dire que si c'est sa maman qui l'a grondée, elle allait quand même fuir et aller dormir dans sa propre chambre à elle. Mais comme c'est la femme de son oncle, elle peut même aller dormir où elle veut. D'ailleurs, ce n'est même pas sa mère. Je dis n'importe qui, même si c'est votre mère et la mienne, quand vous faites déjà ça, vous restez une fois. Et dit la mienne, que vous soyez son enfant qu'elle a couché ou pas, vous restez une fois. Il n'y a pas de demi-mesure à avoir avec les enfants. Parce que c'est vrai que dans la maison, elle est la plus grande et certainement, elle aimerait qu'on se comporte avec elle de manière différente. Sauf que tout le monde ne va pas éduquer son enfant avec les mots mille. Quand vous arrivez dans un bateau, vous voyez qu'on danse le makossa. Dansez et restez tranquille. Parce que ce qu'elle oublie, c'est qu'en principe, elle était de passage. Elle était de passage. Et le fait qu'elle ait mis long là-bas, c'est parce que... Elle était là pour 3 ans. Voilà. Et le fait qu'elle ait mis longtemps là-bas, c'est parce que notamment cette famille a trouvé qu'elle en avait encore besoin. Vous sortez, vous partez travailler, vous vous faites dans l'hôtellerie. Avec tous les dégâts que ce métier a, en principe, vous pouvez aussi appeler de temps en temps pour dire que, en fait, je ne vais pas rentrer maintenant parce qu'il y a eu ça, il y a eu ci, et je vais rentrer peut-être demain très tôt. Parce que et n'importe quel parent, quand vous sortez et que vous mettez long, il regarde le temps. Il regarde le temps. C'est quand vous n'avez pas appelé qu'il s'inquiète. Mais si vous appelez pas, vous n'appelez pas et comme elle et que vous attendiez que lui, il se gêne, sachant que vous avez l'habitude de le faire, il ne le fera plus. Il ne le fera plus. Ce que je veux dire, en fait, c'est que quand vous êtes sous la coupole de quelqu'un, vous avez un certain nombre de restrictions. Quand vous arrivez quelque part et que vous voyez que les gens sont en train de faire n'importe quoi, faites seulement. Parce que vous ne savez pas quand et comment est-ce que vous allez partir. On ne sort pas d'un endroit pareil de la petite porte. Jamais. Quand quelqu'un vous reçoit chez lui pour un temps, pour les études et autres, vous n'avez pas vous n'avez rien à gagner en sortant comme un voleur, comme un bandit. Sortez-en la tête avec haute. des youyou. Voilà. Avec des félicitations, c'est-à-dire que le jour où vous partez, c'est votre maman qui vous trouve la maison où vous allez louer, c'est elle qui vous aide à déménager, c'est elle qui vous aide à vous installer. Tout le temps, elle va envoyer l'enfant pour venir regarder si vous êtes là, si vous êtes à la maison. Mais je ne comprends pas. Est-ce que justement, à un moment donné, ces enfants que l'on prend sous nos toits comprennent toujours qu'on peut être dur avec eux, pas méchamment, et que l'on voudrait bien les encadrer à devenir de bonnes personnes pour l'avenir. Parce que il y a une première éducation qui part de la famille souche avec laquelle vous avez grandi. Oui. Et maintenant, la deuxième famille qui vous adopte également, ça fait qu'il y a une autre valeur qui va s'ajouter à ça. Alors, est-ce que lorsqu'on part, pour revenir à ce que vous dites, est-ce qu'elles comprennent toujours que, ou bien ils comprennent au final, que très souvent, c'est parce qu'on veut les amener à être de très bonnes personnes, d'excellentes personnes. C'est parce qu'il y a eu des histoires comme quoi j'ai envoyé mon enfant chez ma soeur, elle a été maltraitée. J'ai envoyé mon enfant chez ma soeur, elle a maigri. J'ai envoyé mon enfant chez ma soeur, elle ne mangeait pas quand elle revenait même ici, elle n'était pas en bonne santé et tout. C'est les histoires comme ça qui ont fait que les gens ont dit que vraiment, si vos enfants sont encore, si vous voulez me donner votre enfant, donnez-le quand il est encore très petit, je lui donne mon éducation. Mais quand vous avez déjà éduqué votre enfant, laissez-le chez vous, restez avec lui. Mais par rapport à l'histoire de ce matin, mais je vais vous dire que ça n'exclut pas le fait qu'il y ait des gens qui ont maltraité les enfants des autres. Hein? Ça n'exclut pas le fait qu'il y ait des gens qui ont maltraité les enfants des autres. Des parents qui entrent dans les conflits des enfants n'arrivaient pas à jouer l'arbitre. Des parents qui dans le conflit des enfants prenaient des partis alors qu'il s'agit des enfants qui sont sous le même toit et dans le même lit. Donc il y a des situations comme ça. Mais cela ne signifie en aucun cas que lorsque vous arrivez chez quelqu'un, vous voulez qu'on respecte votre loi. Merci beaucoup. Chawa Membachou, la question bien sûr t'est posée ce matin. Est-ce que à un moment donné, nous-mêmes, ou bien encore les familles aujourd'hui qui prennent des enfants sous leur toit,
ne devrait pas avoir une certaine moralité. Du moins, quelle appréciation vous faites pour que cette fille puisse se retrouver et qu'elle revienne à la bonne case de départ, retrouver les siens, peut-être s'en excuser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour elle? Alors, il faut dire que le rapport est biaisé depuis le début. Le rapport est biaisé littéralement depuis le début. Pourquoi? Lorsque vous prenez votre enfant et que vous le donnez à quelqu'un, il y a une réunion, vous vous asseyez. Écoute, je me rends compte que tu ne parviens pas à prendre soin de tes enfants. Je décide de t'aider, de t'épauler en prenant un enfant. Comme je prends, elle s'appelle comment? Comme je prends Georgette, je m'occupe de sa scolarité. Je m'occuperai de sa formation. Et c'est chez moi qu'on viendra la prendre en mariage. C'est désormais ma fille. Alors, je te remercie. Elle viendra te rendre visite de temps en temps. Mais désormais, c'est mon enfant. Lorsque cela est dit, ce n'est pas devant l'enfant. Lorsque cela est dit, on arrête la date du départ de l'enfant. La mère rentre et dit à la fille, désormais, tu vas vivre chez tonton Georges. Tonton Georges va te prendre, tu vas à la maison. Sache que comme tu pars là, tu seras désormais l'enfant de tonton Georges jusqu'à ton mariage, c'est chez tonton Georges. Tu pourras venir en congé, on pourra rester, mais tonton Georges a décidé de te prendre encore. On le dit à l'enfant. Lorsque Georgette sort pour aller chez Georges, lorsqu'elle entre dans la maison, Georges, le soir, organise une réunion de famille. Il dit à Georgette, Georgette, comme tu entres chez moi, on se lève à 4 heures. Chez moi, on déjeune à telle heure. Chez moi, c'est un repas jour. Chez moi, c'est 2 repas jour. Désormais, c'est ta maman. Désormais, tu as n'importe quel problème. C'est elle que tu vas voir. On donne le règlement intérieur à l'enfant de comment ça fonctionne. Sauf que vous vous rendez compte que dans ce diptyque, rien n'a été respecté. On a juste pris l'enfant. L'enfant est arrivé. L'enfant a commencé à développer les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'elle avait lorsqu'elle était chez ses parents, parce que tonton a été un peu souple, parce que maman a été un peu souple. On a laissé tomber. Sauf que, dans l'invisible, la mère continuait d'intervenir. La fille a conservé la relation avec sa mère. Tout ce qu'elle encaissait, tout ce qu'elle subissait, tout ce qu'elle endurait, elle rendait compte à sa mère en disant, tu vois, même aujourd'hui, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, la mère de son côté donnait des conseils qui étaient diversement appréciés par la jeune fille qui se retrouvait à poser des actes au vu de ses oncles, ses nouveaux parents, qui ne parvenaient pas à comprendre d'où sortait. Ils devaient donc interpeller, ils ne l'ont pas fait. Et je termine par là. Lorsqu'ils se sont rendus compte que la fille ne les écoute pas, ils ont dû prendre la décision qui était celle de la rupture. On est arrivé au niveau de la rupture. La rupture n'est pas seulement avec la fille. La rupture avec la famille. La rupture avec la mère de l'enfant. Atteindre justement ce niveau de rupture, c'est la preuve que la fille certainement sera allée très loin. Laissez la fille. La fille n'a rien. La fille n'a rien. Je vous ai dit les 2 éléments essentiels. Puisqu'elle nous regarde, Monsieur Michel Ngachou, elle n'a rien posé comme ça. Je dis, c'est la mère, les parents qui devaient s'asseoir, définir la vie de la fille. La fille, lorsqu'elle arrive chez vous, vous définissez votre calendrier, votre règlement intérieur. Ça n'a pas été fait. La fille a commencé à naviguer, comme on va dire, à bon vent. Elle a commencé à naviguer jusqu'à ce qu'on l'interpelle en lui disant que tu seras un danger, tu seras un malheur, tu seras... Le monsieur, Georges n'a pas été un père. Parce que s'il avait été un père, il aurait corrigé en tant que son enfant. Il aurait pris des mesures en tant que son enfant. Voilà pourquoi je dis qu'il y a eu un laisser-aller des 2 camps. La rupture aujourd'hui va être consommée. Elle est déjà sortie de la maison. Elle ne peut plus rentrer. Ça ne sert à rien qu'elle vienne demander pardon. Je crois qu'il faudrait que sa mère, il faut aussi que les parents soient Monsieur Michel Ngachou, sa mère, qui a été... Parce que le simple fait de l'avoir séparée de son enfant a provoqué des rancunes, des ressentiments chez la fille qu'elle n'a pas démontré. Il n'y a pas eu négociation pour cet autre enfant. On n'a pas négocié. On a dit tu dégages, cet enfant dégage de la maison. Donc vous voyez qu'il y a trop de colère et de frustration qui ont intervenu. Pour le moment, il faut que tout ça s'aille. Bon, Bengan. Il te dit justement dans nos familles que lorsqu'on tape sur un enfant, on ne dit pas l'enfant sort de la maison. On tape sur l'enfant en tentant de ramener l'enfant dans la famille.
Parce qu'en réalité, un parent ne rejette pas son enfant. On ne jette pas l'enfant avec l'eau de bain. On ne rejette même pas son enfant. Mais comment dans ce cas-ci, la petite aurait posé des actes, on va dire, qui sont assez compliqués, et que les parents trouvent que la solution, c'est de la mettre dehors. Est-ce que les parents aussi, à un moment donné, sans les juger, ne sont pas un tout petit peu fautifs dans leur logique d'éducation? Oui, c'est les deux problèmes qui se posent. Il y a un problème d'irresponsabilité chez les parents, les deux. Problème d'irresponsabilité, j'insiste là-dessus. Et pour la jeune fille, j'allais dire de manque de moralité, d'immaturité. Je préfère... Naïveté. Non, pas naïveté, d'immaturité. Elle n'est pas mature. L'irresponsabilité, pourquoi? Charles Lamel a évoqué une piste tout à l'heure qui est bon, mais il y a d'autres pistes. Quelquefois, lorsque on vous confie un enfant, c'est pour quelle raison? C'est cette raison-là doit être dire. Nous avons vécu dans des situations où ceux qui étaient en ville, parce qu'il n'y avait pas d'école partout, vous arrivez au mois de septembre, vous voyez les cousins, les cousines, comme pour utiliser votre langage, ils viennent à la maison et disent, je suis l'enfant de tel, c'est papa qui m'a demandé de venir rester chez vous. Voilà une attitude, vous l'adoptez comme votre fille, en attendant rencontrer votre frère, et voilà pour lui dire que bon, j'ai vu les enfants là, voilà. Mais dès qu'un enfant est chez vous, vous lui imprimez votre règlement intérieur. Il doit suivre ce règlement intérieur sans hésitation ni murmure. Sans hésitation. Donc, le comportement, l'immaturité de cette fille se rattache à l'irresponsabilité des deux, mais davantage de sa maman. Elle accouche, elle ne termine pas son cycle normal, elle accouche, on dit d'accord, on prend l'enfant, mais elle reste, elle fait ses balades comme ça, c'est-à-dire que même la gestion de son emploi de temps dans la petite activité qu'elle met, mais personne ne maîtrise rien. Qu'est-ce qu'on veut de cet enfant? Donc en fait, les familles sont irresponsables. Parce que si vous lisez Amkoulel, l'enfant Peul de Amadou Kourouma, il dit quelque part, en Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée qui continue de vivre à travers lui et donc il n'est que le prolongement. Ça veut dire que je prends la fille ou l'enfant de mon frère, de ma soeur, c'est mon enfant, c'est la continuité de la lignée. C'est pour ça qu'on vous dit par exemple, ici c'est devenu catalogué, quelqu'un dit c'est un aqua, un ceci, ça n'a rien à voir. Voilà comment nous vivons. Donc, comment enlever la honte de la famille? Et c'est ça en fait qu'on veut préserver. Il ne faut pas que nos enfants, notre descendance nous apporte la honte. Ici, l'irresponsabilité des familles, des deux parents fait que on en arrive là. Mais j'épouse les orientations de Dominique Audrey. L'enfant sait qu'on apprend plus dans la vie. Donc, elle doit rentrer la queue entre les jambes, supplier sa maman, puisque demain, aujourd'hui elle a accouché, demain, quand ce sera plus fort que ça, quand ce sera une maladie grave ou un cas d'accident, elle va se référer à qui? Très bien. Elle dira qu'on l'a abandonné, alors que celle qui est en train, mais oui, comme vous avez dit, on ne chasse pas un enfant de la maison de cette manière-là. Même quand vous dites que vous êtes déjà majeur, vous pouvez aller vivre ailleurs, il y a certaines commodités, un type de parole. Mais si l'enfant commence à être brigand à la maison, maintenant, là... Ça devient très dangereux. Oui, là, c'est dangereux. Merci infiniment, Maman Bengal. Merci à toute la famille. Merci pour vos nombreuses propositions. Vous aussi, nous attendons les vôtres sur les plateformes Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct ce matin et également pour ceux qui connaissent la plateforme 10-12 de Zénith, toujours sur Facebook. Vous nous laissez un message, vos commentaires, un numéro s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Laissez-nous également vos commentaires. Comment appréciez-vous l'histoire de ce matin? Mais au-delà des grandes réalités auxquelles nous faisons face chaque jour, madame, monsieur, il est important de s'interroger sur l'avenir du Cameroun et l'avenir des Camerounais également pour demain. Comment vivre dans des conditions aussi compliquées, mais on va dire des sujets qui sont autour de nous, mais qui nous mettent chaque jour en colère. À quand le changement? En pas de colère, Charles Lamel est là.
Je m'interroge ce jour sur la question des atteintes répétitives à l'exercice de la profession d'avocat au Cameroun. Au Cameroun, la profession d'avocat voit le jour à la faveur de deux textes. L'arrêté du 20 avril 1936 portant création du corps d'avocats défenseurs est celle la plus importante avant celle du titre. La fonction de l'avocat est en effet beaucoup plus ancienne que le titre d'avocat. La Bible ne dit-elle pas que le Christ fut jugé par le Sanhédrin où la fonction de défense était assurée sans aucun avocat? Les avocats jouent toujours un rôle décisif dans la protection des droits des suspects en détention et des accusés devant les tribunaux. Et leur rôle dans la protection des droits humains est déterminant dans le contexte actuel de répression au Cameroun. L'avocature et la magistrature sont toutes d'essence supranationale parce que consacrées par l'ensemble des instruments internationaux qui promeuvent et sauvegardent leur indépendance respective, gage d'une justice impartiale. D'où vient-il donc que les forces de maintien de l'ordre se soient passé le mot, molestant désormais comme bon leur semble les avocats? La situation se dégrade. Dans l'indifférence générale, la violence semble gagner sans cesse du terrain au Cameroun, secouée par une crise politique et attaquée de toutes parts. Le Cameroun a offert au monde entier, il y a quelques jours, une autre image peu honorable dans la salle du tribunal de grande instance de Douala-Bonanjo. Du gaz lacrymogène a été utilisé sur des avocats pour les disperser. Et cela ne s'est pas fait sans bruit. Bousculades, empoignades, insultes et autres propos dégradants et irrespectueux étaient au menu. Qu'est-ce qui peut justifier un tel déchaînement de violence et de barbarie dans un palais de justice contre des avocats uniquement armés de leurs costumes professionnels? Quel est le message que l'on veut faire passer aux avocats qu'ils ne comprennent pas encore? Quels sont les commanditaires d'une telle ignominie? Comment comprendre que les avocats dans le contexte actuel ne sont pas toujours autorisés à travailler en toute sécurité, sans ingérence injustifiée, et à rendre visite à leurs clients détenus afin de protéger leurs droits et de préparer leur défense? Refus de rencontrer le client, obtention d'un document express pour rencontrer son client, fouille intraveineuse avant l'accès à son client, confiscation du matériel de l'avocat à la sortie de sa causerie avec son client, présence gênante des forces de maintien de l'ordre pendant les discussions entre le client et son conseil, cas des militants du MRC incarcérés dans les différentes prisons de ce pays. Comment comprendre ces cas multipliés de débordements et de violences physiques des éléments de nos forces de sécurité sur les membres du bureau national, du barreau national des avocats du Cameroun? Les défenseurs des veuves et orphelins traînés au sol et matraqués, blessés, brûlés, selon le métier et la vocation est d'obtenir des espaces de liberté et de droit pour leurs concitoyens martyrisés. Pourquoi faire croire que quand on porte un uniforme avec des galons aux épaules et une arme à la ceinture, on ne sait que frapper, violenter, réprimer, brimer, froisser, tabasser? Comment peut-on penser cela en 2020? Comment comprendre que les avocats se retrouvent désormais à souffrir dans ce pays alors qu'ils sont censés être les défenseurs des plus faibles? Rappelons-nous qu'en juillet 2020, Maître Serge Emmanuel Chendjou, avocat au barreau du Cameroun, a subi les foudres des éléments de la gendarmerie nationale au service central des recherches judiciaires du secrétariat d'État à la défense de Yaoundé. On n'a pas fini de digérer le cas de Maître Dominique Fous, molesté copieusement par les éléments de la gendarmerie nationale à Douala. Maître Sotin Mekeb, l'un des avocats constitués pour la défense des manifestants arrêtés lors des marches pacifiques initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés, qui relatait déjà l'humiliation vécue au secrétariat d'État à la défense. Le 27 octobre dernier, c'est Maître Cosmas Owonombarga qui s'est dit victime de bavures policières dans les locaux d'un commissariat de police de Yaoundé alors qu'il s'y était rendu pour assister un de ses clients. Il a été copieusement molesté, ses vêtements déchirés et ses lunettes cassées. Finalement, comment comprendre la justice
lorsque le présumé innocent, devenu présumé coupable, se retrouve dans la même cellule que son avocat? C'est une question qu'il faudrait véritablement se poser. C'est une question qu'il faudrait véritablement comprendre. C'est une question qu'il faudrait en ce moment décrypter pour amener ou peut-être apaiser le climat social qui prévaut en ce moment au Cameroun. Merci à vous, cher Lamine Badjou. Merci également de nous donner cette colère, de nous la restituer ce matin. Et vous le savez, pendant que nous y sommes, celle qui occupe justement l'intérim du bâtonnier, malheureusement décédé, donne un point de presse ce matin, ce jour, oui, un midi, pour pouvoir s'expliquer sur les nombreuses violences que connaissent les avocats au Cameroun et surtout ce dont nous faisons encore état depuis ce matin sur les antennes de Radio Equinox, comme quoi ils ont été convoqués hier par un juge d'instruction. Ils sont bien sûr entendus. Qui s'occupe bien évidemment de maltraiter les avocats dans ce pays? Qu'est-ce qui peut justifier l'attitude que peuvent avoir certaines personnes bien tapées dans l'ombre, voulant toujours tout faire pour humilier l'avocat? L'avocat, dans sa profession libérale, n'a-t-il pas assez de quoi pour se défendre? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses aujourd'hui? Bon, Benkankanji, on en parle avec vous bien sûr ce matin. Les nombreuses atteintes à la profession des avocats, si vous voulez, de l'avocature ou des avocats au Cameroun. Comment peut-on expliquer que le pays arrive, bien sûr, à ce niveau aujourd'hui? Que l'on a jusqu'à brutaliser les avocats. On s'en souvient de ceux de Bamenda qui revendiquaient un certain nombre de choses, la common law en 2016. On a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Mais comment arriver jusque-là? Les avocats, quand même, c'est un corps sacré, non? Oui, tout à fait. Même les magistrats qui organisent ça, c'est un corps sacré aussi. Non, il y a ce que nous disons ici tout le temps. Peut-être que lorsqu'on en parle, nous restons beaucoup plus dans le champ du social. Mais il est indéniable que les citoyens d'un pays, d'une république doivent se parler. Ils doivent se parler. Parce que chez nous, on dit d'ailleurs que la communication est née en Afrique. Mais quand la communication est brouillée, quand il y a crise de communication, on est exposé à la violence. Il faut donc rétablir la confiance en communiquant. C'est pour cette raison que nous avons l'habitude de dire en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore parlé. Donc, Charles Lamel a bien fait de dire le code des avocats. Mais comment sont nés ceux qui les oppriment plus, les magistrats? Les premiers magistrats camerounais sont nés de la suite de la formation des greffiers. Les premiers, c'était ça. Donc, on les appelait maîtres. Ils étaient admis comme greffiers avec les mêmes droits que les greffiers français. Là, vous parlez de magistrats. Des magistrats, oui. Parce que, les NAM, c'était hier, c'est 49, mais pendant tout ce temps, les Pougambangue, Atangana d'Albert, Bayebek, Maître Ngoula, Pierre Mbita, Nzongang Didier, Kamga Jean Bosco, Bobby Okono, Aïssi Vodor, Christophe Kelben Nicolas, Nakuna. Bon, c'était d'abord des greffiers. Et c'est plus tard qu'ils ont été convertis en magistrats. Parce qu'il fallait, un pays ne pouvait pas aller à l'indépendance. Donc, lorsqu'on maîtrise ces données anthropologiques, tout nous amène à parler, à parlementer, à causer de l'avocat. Un autre fait anthropologique, c'est quoi? Que la plupart des magistrats se convertissent en avocats à la fin de leur carrière de magistrat. L'actuel président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, il a terminé une brillante carrière de magistrat, il est devenu avocat. Avant d'être nommé... Avant à nouveau... Je ne sais pas s'il a été nommé. Avant d'être nommé, il est avocat. Et parmi les avocats molestés, il y en a qui sont ses aînés dans la profession. Bon, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça, cher ami. Donc, voilà un peu ces données anthropologiques qui devaient nous amener à éviter la violence, quelle que soit. Molester l'avocat. Vous êtes justifiable.
vous aurez encore besoin du même avocat demain pour venir vous défendre. Comment ça s'explique cet état de choses? Lorsqu'on est dans le cirque de la violence, on ne réfléchit pas comme vous faites là. On dit, j'ai le pouvoir, je l'exerce. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Vous oubliez que là, vous pouvez manquer là, peut-être même que l'avocat que vous l'avez molesté, le chauffeur qui vous amène à la maison, il avait un litige foncier et c'est cet avocat qui s'occupe. Quand il va donc, on dit que patron, il avait enfermé mon avocat, c'est lui qui avait mon dossier au tribunal. Il va dire, vous ne m'avez pas dit ça, j'aurais appelé. Vous voyez, c'est-à-dire que l'éducation qui, au-delà de l'école, c'est ce que dit également Amadou Kourouma, c'est que le problème de on n'apprend pas ça à l'école. L'éducation, justement, comme on parlait des cas sociaux que Dominique Audrey nous amène ici, ou même c'est le cas que nous avons vécu aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. Mais lorsque vous êtes instruit, vous oubliez le volet éducation, vous ne pouvez pas fonctionner avec vos deux pieds, véritablement. Donc, rien n'amène à une violence contre un avocat. Et je dis bien rien, puisque aujourd'hui, le président de la République aura besoin d'un avocat. Toujours. Oui, bon, pour le moment, il n'a pas encore mis en place la Haute Cour de justice. Si jamais cette institution arrive, d'abord, il avait besoin des avocats au Conseil constitutionnel pour plaider pour les contestations possibles des élections où il a besoin d'un avocat. Et c'est le même avocat qu'on nomme aujourd'hui. Voilà, absolument. Donc, en fait, c'est pour cette raison, lorsqu'on a ces pratiques-là, c'est ça qui empêche à notre démocratie d'être bien ancrée et à nos institutions d'être consolidées. Quand vous ne le faites pas, il n'y aura pas de consolidation des institutions qui encadrent le processus démocratique. Dominique Audrey, à la suite justement de Bonbon Bengan Kandji ce matin, vous le savez, il y a eu, vous dénombrez quand même quelques violences, quelques atteintes, quelques abus à la profession d'avocat. Profession d'avocat, justement, lorsqu'on tape sur des avocats, vous en avez au moins entendu parler. Et comment vous appréciez ça? Lorsqu'on bastonne un avocat comme celui du CED récemment, on s'en souvient que du temps de Tchakounte Pati, maître Tchakounte Pati, il s'en insurgeait d'abord, lui en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Est-ce que c'est raisonnable que dans un pays qui se veut démocratique, et c'est raisonnable qu'un corps comme celui-là qui travaille, qui est dans la proximité avec la justice, que l'on gère de cette façon les avocats d'un pays qui se veut quand même sérieux? On ne devrait même pas compléter votre phrase. On devrait simplement s'arrêter à est-ce que c'est raisonnable de taper sur un avocat? Comme est-ce que c'est raisonnable de taper sur n'importe quel corps de métier? Non. Logiquement, non. Mais les journalistes en souffrent, hein? D'accord, c'est une parenthèse. Oui, malheureusement. Malheureusement. Il y a que sous le règne de M. Tchakounte, malheureusement décédé aujourd'hui, il avait déjà décidé de porter la voix pour dire non à ce genre de violence auquel étaient soumises les avocats. Vous savez, au mois d'août 2019, il y a eu l'annonce d'une grève du port de la robe où les avocats ont décidé de manifester leur mécontentement. Et si vous parcourez la note adressée à M. Galaxy Toga à cette époque-là, on a dénombré un certain nombre de griefs, avec entre autres les détentions qui n'étaient pas légitimes du tout, des violences sur les avocats en eux-mêmes, des détentions qui devenaient des détentions administratives. Il y avait l'impossibilité d'avoir des procès équitables pour certains clients. Il y avait aussi à côté de ça le fait que, regardez ce qui est arrivé à Maître Fous, par exemple. Tout le monde en a été témoin et c'est révoltant. Et à l'époque même de Maître Pati Tchakounte, on a eu le barreau de Paris qui a apporté son soutien au barreau camerounais. Et il faut dire que l'histoire commence en 2016, du moins ça a commencé à être médiatisé en 2016 lorsqu'on a vu les avocats d'expression anglophone être reprimés. D'expression anglaise. D'expression anglaise, pardon, être reprimé au vu et au su de tout le monde. C'est sérieusement un problème grave de société, parce que peu importe le problème qu'on a, peu importe les récriminations qu'on a, on n'a pas forcément à user de la violence. J'ai discuté avec une avocate, maître Clémence Foufo.
Ndokmo ait fait savoir que même ces forces de l'ordre-là ont la possibilité, ne sont pas dans l'obligation d'agir de la sorte. Et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que les avocats sont une sorte de carrefour, parce que tous les problèmes qu'on a, on finit par se retrouver à être avec eux, puisqu'ils sont censés porter la voix, censés nous défendre, nous. Donc imaginez des forces de l'ordre en train de taper sur un avocat aujourd'hui et que demain, il se retrouve dans un procès avec quelqu'un à qui il a acheté un lopin de terre. Il oubliera qu'il a gazé cet avocat dans une salle. Mais donc, il faudrait, après qu'on ait sanctionné vertement cet acte-là, qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Et je suis surprise que jusqu'ici, le patron de la justice, la personne qui encadre le ministère, ne se soit pas exprimé. Le gars d'Isso, ministre de la Justice, oui, monsieur Laurent Isso. Comme monsieur Angouin Charles, oui. Ange Michel Angouin, oui, il a estimé que on ne pouvait pas, il a présenté la justice comme un tabouret à 3 pieds. Lui, il a fait une sortie, c'est un magistrat hors échelle, dont on s'attend tout de même à ce que, au-dessus, au niveau de la hiérarchie, qu'il y ait une sorte de contranche. Et maintenant, madame l'intérimaire du barreau, la tête du barreau, la doyenne, qu'elle prenne également, oui, du bâtonnier, qu'elle prenne également position, qu'elle prenne position et que les choses suivent. Étant donné justement que la réalité est celle que nous connaissons aujourd'hui, avec les derniers événements de Bonandio, ici au tribunal de première instance, ici même à Douala, où les avocats sont insurgés contre une décision de justice. Hier encore, nous apprenions que 2 avocats camerounais ont été interpellés et sont entendus depuis hier, et selon certaines allégations, ils seraient mis aux arrêts pour avoir créé un mouvement d'insurrection au sein même du tribunal camerounais. Alors, c'est assez compliqué quand même, Karine Santia. C'est aussi notre violence quand même que l'on porte sur l'avocat aujourd'hui, parce qu'il l'a revendiqué. On estime qu'il ne devrait pas revendiquer. Cette fois-ci, il est pris, il est mis en... Enfin, du moins, on l'a encore entendu, donc le procès n'est pas encore en justice pour qu'on dise qu'on ne devait pas en parler. C'est une information qu'on porte sur la place publique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut apprécier, de votre point de vue également, ces nombreuses atteintes, ces nombreuses violences commises sur nos avocats camerounais dont nous en sommes, quoique, on va dire, fiers aujourd'hui? Il y a une transposition des violences ou encore une volonté de généraliser la peur et la répression. Vous savez que tout a commencé comme ça dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec les avocats et les enseignants. Sauf que ici, on a affaire à des avocats qui sont dans leur fonction. Ce n'est pas des avocats qui revendiquent quelque chose. Ils ne sont pas dans la rue. Ils n'ont pas fait de documents pour revendiquer un certain nombre de choses. Là, ils sont en pleine action. Il y a Maître Dominique Fous qui était allé rencontrer un de ses clients qui avait été violenté. Il y a Maître Shenju qui avait été brutalisé par la gendarmerie lorsqu'il était allé au CED pour rencontrer un de ses clients. Juste parce qu'il avait exigé que lui soit donné notamment la plainte qui atteste que son client est accusé de telle chose et c'est la raison pour laquelle il est enfermé. Donc, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, on ne comprend pas comment est-ce que des avocats soient dans une salle d'audience et qu'on vienne avec des gaz lacrymogènes et autres, les pulvériser ça dans leur salle. Vous comprenez que finalement, on quitte de la violence sur les hommes politiques et les acteurs politiques pour entrer dans la violence maintenant sur un corps de métier. C'est comme si toutes les strates sociales camerounaises sont en train d'être détruites au fur et à mesure. Ce qu'on ne voyait pas pendant longtemps, le mal-être que vivaient les avocats camerounais pendant longtemps, qui n'était pas vu, qui n'était pas exprimé, aujourd'hui est exprimé. Oui, ça se voit et on ne cache plus. Comment une profession aussi noble, aussi respectable, aussi, je cherche les mots pour montrer la dimension de la grandeur du métier d'avocat. Souvenez-vous, on a regardé ces avocats pendant le contentieux post-électoral où chacun défendait son parti. Et les Camerounais étaient fiers. On a été fiers des avocats camerounais qui ont défendu corps et âme justement leurs différents clients. Alors comment se fait-on que ce soit ces personnes dont on ne sait pas comment on va les qualifier aujourd'hui, qui ont une hauteur, une portée, qui soient aussi piétinés, chosifiés, malmenés, qui soient aussi des justiciables. Qui sont les justiciables, certes. Justement. Mais maintenant, pourquoi tant de bastonner sur un avocat? C'est pas assez grave pour vous? C'est très grave. C'est pour cela que je dis que bastonner un avocat. C'est ceux qui exercent des violences sur les avocats sont les collaborateurs des avocats.
notamment la justice, lorsque une affaire les est militaires, pendante, les gendarmes, oui, les policiers. lorsqu'une affaire est pendante devant la justice et qu'une enquête est menée, ces enquêtes-là sont partagées avec les avocats. C'est ça qui permet aux procureurs et aux avocats de préparer leur défense devant la cour, bon, sauf si je me trompe. Maintenant, lorsque vous arrivez à des gens qui sont censés travailler ensemble, qui utilise sa force et les décisions qui sont venues d'en haut pour mater l'autre, vous comprenez finalement que le but ici est de museler même les avocats. Vous savez que ce qui s'est passé, notamment au tribunal de première instance de Bonanjo, c'est que des avocats se sont imposés face à une décision de justice qu'ils réclamaient notamment que leurs confrères soient libérés parce que son domicile est connu et autres. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une rixe dans une salle d'audience. C'est comme votre bureau, votre lieu de travail. On vient jeter du gaz lacrymogène dans votre lieu de travail. C'est pour vous tuer une fois. Extrêmement grave justement ce que traversent les avocats au Cameroun aujourd'hui. La colère de ce matin porte sur les nombreuses atteintes à la profession d'avocat dans ce pays. On n'oublie pas les enseignants, on n'oublie pas les journalistes. En vous disant, madame, monsieur, merci de garder le bon cap sur Equinox Télévision. De nous rester présents sur nos antennes et surtout merci de prendre le bon pouls de l'actualité à travers les antennes d'Equinox Télévision et surtout à travers ce talk show et les sujets qui gravitent autour du Cameroun. Nous en parlons effectivement ce matin avec force et respect, et notamment concernant ces violences que connaissent aujourd'hui les avocats au Cameroun. Qu'est-ce qui peut véritablement expliquer qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui peut pousser certaines autorités, soit même policières, à avoir un agissement incontrôlé ou incontrôlable, voire inacceptable sur les avocats camerounais aujourd'hui? Comment expliquer que quelques-uns également soient détenus dans les prisons aujourd'hui? Comment comprendre que ce soit les mêmes patrons, les mêmes collègues, les mêmes confrères, les mêmes collaborateurs de la justice qui choisissent eux aussi de traîner bien sûr des avocats comme ceci en prison? Alors est-ce qu'on ne va pas dire quand même qu'au-delà des événements que nous connaissons ces derniers jours, que le corps de l'avocature, si on va le dire ainsi, ou le corps des avocats camerounais serait en proie à des violences permanentes, d'autant plus que ce midi, justement dans une heure environ, Maître Tangana, qui assure l'intérim du bâtonnier ou de l'ordre national des avocats, va également s'exprimer et donnera un point de presse à l'occasion pour dénoncer assurément les nombreuses violences perpétrées sur les avocats au Cameroun. Mais au-delà de toutes ces questions, que représente pour vous, madame, monsieur l'avocat? On sait également qu'il peut en avoir des véreux parmi, qu'il peut en avoir des avocats pas toujours corrects, mais la profession en elle-même n'a-t-elle pas de prix à vos yeux? Cher Lamine Badiou, aujourd'hui, peut-être va-t-il falloir avoir une solution évidente, efficace, fiable pour qu'on puisse enfin respecter les avocats et quoi qu'il en soit, que quel que soit le problème auquel ils seront confrontés, que la solidarité du corps prime quand même. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien tourner tout autour du pot, M. Michel Ngachou. Il faut dire que pour le régime de Yaoundé, au vu de ce qui se passe depuis les années 2011, tout avocat est un militant du MRC. Ayez le courage de le dire. C'est ce message qu'on veut les envoyer aux avocats, que vous êtes, on a collé cette étiquette aux avocats que vous êtes des militants du MRC. La preuve, on compte en nombre suffisant des avocats qui sont militants et communicants du MRC. Regardez toutes les différentes marches, regardez l'ensemble des actions qui sont posées, c'est toujours ce collectif d'avocats qui se constituent pour aller défendre. Voilà le message qu'on va envoyer. Aucune profession ne doit se rattacher à un parti, surtout plus d'opposition. Il faut vous détacher de ce parti. Je crois, à mon humble avis, M. Michel Ngachou, que c'est le message qu'on va envoyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez que à cause des avocats, la crise anglophone s'est enlisée. La crise anglophone qui s'enlise aujourd'hui est partie d'abord d'une crise des corporations avec les avocats qui ont revendiqué. Vous avez vu comment les avocats disaient que Sangalon me cognait, me frappait, me boxait. Et puis, c'est des années d'études. Dites que
mon CP ne sert à rien, les gens chantaient et tout, vous avez vu ce qui est arrivé aux différents avocats, que ce soit dans la zone du nord-ouest, que ce soit dans la zone du centre et même dans la zone du littoral. Donc la deuxième chose, c'est de dire aux avocats que vous n'avez pas le pouvoir de décider. Le pouvoir décisionnel ne vous appartient pas. Vous regardez comment je veux vous montrer, même à l'époque du cas de l'affaire Lydia Neyoum, de l'affaire Thierry Atangana, je peux remonter à tous ces cas où M. Michel, on a des faits établis de détournement, mais parce que c'est un coup de fil, on dit non, il faut laisser, il faut abandonner. L'avocat a perdu de toute sa superbe. L'avocat a perdu sa substance parce que regardez, lorsque les faits même sont établis, lorsqu'on démontre, l'avocat vient démontrer sur plusieurs procès ici que là, vous n'avez pas le droit de poser XX, ça met en mal le politique qui à un moment donné se cache derrière, on va dire, non pas derrière la magistrature, il se cache derrière la magistrature. Regardez qu'en espace de 10 ans... Et la solution, c'est d'humilier les avocats, en l'espace de 10 ans, les avocats ont dématérialisé la justice. Ils sont arrivés, quand je parle de dématérialiser, ils ont démonté, déconstruit. Ils ont présenté une facette que les Camerounais n'avaient pas de leur propre justice. Regardez toutes les différentes affaires. On vous dit, on a pris le cas de Branco, Sejnana Branco, on a pris le cas de Mamadou Mota, on a pris le cas de Kamto qui a fait ses 9 mois. Tous les cas qui passaient, vous vous rendez compte que... Et chaque fois, vous avez des avocats qui sont en disant non, on n'a pas appliqué le droit, il y a eu on a violé la violation du droit, parce que voici tant. Aujourd'hui, chaque Camerounais, grâce à ce qui s'est passé, cette grosse mouvance, chaque Camerounais a réussi à s'acheter son code de procédure pénale, chaque Camerounais a réussi à marcher avec ce code électoral, chaque Camerounais, aujourd'hui, avec ses avocats qui défilent sur les plateaux, vous allez vous rendre compte que jusqu'à une certaine période, on ne voyait pas les avocats sur les plateaux de télé pour venir expliquer le droit, faire comprendre. Donc vous allez vous rendre compte que ce autre côté a été très mal apprécié, forcément, par certaines personnes cachées dans l'ombre, qui ont dit d'accord, comme les avocats veulent le faire, on va le démontrer. D'où vient-il? À ce que vous dites, Charles Battu, justement, juste une petite virgule, c'est qu'on a des avocats aujourd'hui qui interviennent longuement sur des plateaux, ce qui n'est pas mauvais en même temps, parce qu'à part la profession d'avocat, c'est des Camerounais, c'est des citoyens en part entière qui peuvent appartenir à un bord politique. On va peut-être saluer ce matin Maître Biliga, qui appartient au RDPC, d'ailleurs très bien connu des plateaux de télévision au Cameroun. Monsieur Michel Ngadjo, pourquoi vous citez le RDPC? Ils ont dit qu'ils ne veulent plus venir sur les plateaux. Non, mais écoutez, j'en viens pour dire que c'est des avocats en même temps. On a Maître Mustapha, Maître Pensier également, si vous voulez. On a Maître Tegem, on a Maître... ils sont assez nombreux comme Maître Ndjumbisi. Ils sont nombreux qui interviennent. Donc, c'est pour vous dire quand même, Charles, est-ce que c'est parce qu'en réalité aujourd'hui, je vous en prie de la famille, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on est tellement unis, on est tellement fort en tant qu'avocat qu'on fait tout et tout pour nous diviser, nous cogner les têtes et pour mieux nous contrôler. Monsieur Michel Ngadjo, aujourd'hui vous ne pouvez plus interpeller n'importe comment, ne serait-ce qu'un Bentikino, un pousseur. C'est grâce à la présence de ces avocats qui sur les plateaux ont démontré, ils ont réussi à bien matérialiser le processus d'interpellation de quelqu'un qui vient sur le plateau en disant que comment est-ce qu'on va vous trouver, on vous accuse d'attroupement chez vous alors qu'on est venu vous prendre avec votre femme et vos enfants. Mais c'est les avocats. Les avocats ont contribué à l'éveil citoyen, monsieur Michel Ngadjo. Et ça, vous allez vous rendre compte que 38 ans et qu'on se lève un matin, on est en train d'éveiller, de conscientiser les gens en disant vous n'avez pas le droit, mais vous pensez que ça va être accepté? Il faut donc les mater. D'où vient-il qu'un avocat qui va rencontrer son client lui dit monsieur, vous n'avez pas le droit, on vous fouille, vous l'avocat, avant que vous n'entrez rencontrer votre client. Et quand on fait sortir votre client à l'heure alors que cela va scier à tout le monde, va faire sortir le client. Pendant que vous êtes en train de vous entretenir avec votre client, vous avez la présence d'une force de maintien de l'ordre qui est là debout, qui dit causez. Causez, on va vous écouter. Que lorsque vous ressortez de là, on vous fouille tout document suspect est retenu par devers, sans aucune justification, sans aucun émargement. Vous voyez que ça met en mal la profession. Je crois qu'un avocat qui vient dans un commissariat rencontrer son client, il y a un ensemble de choses qu'il faut respecter. Il va se présenter, je suis maître tel, je suis au barreau national, je fais, et discute, on aménage un endroit pour qu'il puisse... Est-ce que vous dites est tellement pertinent, Karine, avant que vous me fassiez la petite peinture ou la petite virgule, c'est justement dénoncer ce qui se passe aujourd'hui au CED avec nos compatriotes camerounais, notamment Olivier Bibounissak, qui est... oui, on va le dire, mais on aura l'impression que nous, on appartient à un bord politique, que non.
mais c'est des faits, c'est des Camerounais qui sont embastillés sauvagement, maltraités au niveau du CED aujourd'hui. Et les avocats n'ont pas la possibilité d'avoir accès à leurs clients, mais c'est très grave quand même. Ben, prenons le cas de... Non, monsieur Michel Gachou, ne prenez pas que le cas, permettez-moi, non, il faut parce que là, on va nous indexer. Vous avez eu le cas, vous vous rappelez de Ernest Obama, il faut le citer, où il y a une constitution des avocats, quand on a appris qu'on allait se constituer, les gars du MS, on a dit non, il faut le libérer. Vous avez eu le cas, monsieur Michel Gachou, de l'avocat, de Lydienne, le cas de Lydienne Tamba qui a été tué. Il y a des avocats qui sont constitués. Vous voyez que tout ça gêne, ça dérange, monsieur Michel Gachou. On fait donc quoi? On a eu plusieurs cas, ça n'était pas encore arrivé. Alors comment, je vous en prie, bon Bengan, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les avocats doivent faire aujourd'hui, dès aujourd'hui, puisqu'ils ont une réunion tout à midi? Que doivent-ils faire pour imposer le respect à l'ordre national des avocats du Cameroun et à chaque avocat, quelle que soit sa dimension, son rang dans ce code métier? Je pense que Dominique Audrey a commencé à le dire, il faut qu'il soit ferme. Être ferme veut dire quoi? Être ferme veut dire, quand ils disent cette semaine, on ne comparait pas, ils ne viennent pas. Ils ne vont pas. Il faut qu'ils aient ferme. Ils ont des mesures. S'ils prennent une mesure pareille, s'ils prennent une mesure pareille, bon, Bengan et Dominique Audrey seront sérieux. S'ils prennent une mesure qu'ils ne vont pas comparer, qu'ils n'iront pas défendre, qu'est-ce qu'on fait des innocents qui sont dans les prisons aujourd'hui? Bon, d'accord. Ils vont subir. Pourquoi vous avez commencé à défier Mandela? Mais justement, c'est ce qui s'est passé. Chalamel a dit quelque chose de bon. On se méfie des avocats partout. Et quand les avocats qui ont, j'allais dire, la conscience nationale de l'éveil citoyen se rangent du côté des oppresseurs, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et pendant longtemps, même Yondo Black, on l'arrête. Pourquoi? Et quand vous vous rappelez de ce Ranam, c'est pour ça que après lui, vous avez vu Maître Tchungang Charles et Bernard Mouna, ils ont pris le relais, justement, non seulement pour mieux asseoir la profession d'avocat, mais participer à l'éveil de la citoyenneté. Et dire aux citoyens, c'est eux. C'est eux, Maître Tchunga notamment, Bernard Mouna, il y avait l'Enga Lemiano et tout, parce qu'on pouvait interpeller un journaliste, parce que vous êtes en train de faire les achats dans un supermarché, vous dites, mais voici ma carte, on vous interpelle, on vous amène, manu militaire, vous ne savez même pas pourquoi. On ne vous explique pas. Mais et là, quand les avocats se sont mêlés, la situation a commencé à être changée. Donc, c'est aujourd'hui, s'il est que nous voulons la consolidation des institutions de notre pays pour mieux asseoir la démocratie, ça, voilà, j'allais dire, c'est une belle passe pour les avocats. Ouais. Est-ce que les avocats vont nous lâcher? Si les avocats plient là, je vous dis, nous aurons encore au moins 20 ans. Nous allons reculer de 20 ans. Mais s'ils maintiennent une pression, en menaçant même, j'ai dit, pas en menaçant, en refusant de plaider, de manière consensuelle, à ce moment-là, Karine, un instant, je vais vous relancer. S'ils ne plaident pas, si les avocats ne plaident pas, forcément, les magistrats ne travailleront pas. Forcément, mais il y aura blocage. Puisqu'il y a des affaires où il faut nécessairement un avocat à côté. Oui. Alors, est-ce que les juges, justement, ne peuvent pas, en l'absence d'avocats, dire le droit, donner des décisions de justice? Ce qui va se passer, et il faut que ça se passe, parce que quand les avocats ont fait grève dernièrement, vous avez vu, il y en a une, dont je ne cite pas le nom, qui est d'ailleurs député RDPC, je ne sais pas, bon, il a dit, moi je vais. Donc, on va donc, puisque le pays fonctionne en Batoustan, il y aura donc des clics d'avocats qui vont dire, ah nous, si le conseil de l'ordre a pris, nous on n'est pas d'accord, nous on viendra plaider, c'est d'abord le client, c'est ceci. Donc, et justement, il faudrait donc qu'il y ait ce genre de démarcation dans la société pour qu'on sache où on va. C'est d'ailleurs ce que Laurent Gbagbo a réussi à faire en Côte d'Ivoire. Là, on saura qui fait quoi. Et il y aura une bonne lisibilité de la scène politique et de la société civile. Et justement, Karine Sontia, est-ce que de votre point de vue, il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait une division évidente
au sein même de l'Ordre national des avocats du Cameroun. Parce que là, si on veut diviser encore aussi important comme celui-là, ils peuvent atteindre leur fin, mais il faudrait quand même que les avocats soient très solidaires, non? Oui, si on prend l'argument, si on argumente en fonction de comment est-ce que M. Mbachou a développé tout à l'heure, vous allez comprendre que la volonté est de diviser l'ordre des avocats et de créer des bantoustans comme Bomboka est en train de le dire. Sauf que dans ça, ils se sont confrontés à un corps de métier qui était très solidaire, très soudé auparavant. Un corps de métier où généralement les vérités ou les mensonges restaient à l'intérieur et ne sortaient jamais. Lorsque les avocats sortaient pour défendre les partis politiques et autres, c'était des arguments typiquement politiques. Maintenant, lorsqu'ils revenaient dans leur profession, ils étaient particulièrement dans la profession. Mais, sauf que depuis quand même déjà 2 à 3 ans, on observe que dans la sphère politique a déteint sur la profession d'avocat et on commence à voir qu'il y a des clivages. Même la manifestation de la dernière fois où les avocats ont décidé la suspension du port de la robe dans les tribunaux, il y avait certains qui décidaient d'y aller. Donc c'est une raison pour eux maintenant de déterminer qui sont les bons et les mauvais grains. Charles Mbachou, là, il en sort véritablement de ce sujet. Les avocats aujourd'hui, que doivent-ils faire pour rester solidaires et jamais divisés? Qu'ils s'imposent et qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne cèdent pas à la tentation, à la pression, excusez-moi, entre guillemets, de la racaille. Vous savez, dans tout troupeau, il y a toujours des moutons et des brebis galeuses. Il ne faut pas se soucier, il ne faut pas se plier à cela. Quand nous discutons, nous avons certains avocats avec qui nous avons la chance parfois d'échanger, qui nous disent que vraiment, parfois, je suis allé un jour à un deuil. Quand je suis descendu de la voiture, les populations ont commencé à crier que voilà le père là qui parle à la télé, il manque comme il n'est pas. Seulement le fait de m'avoir indexé, je suis entré dans ma voiture, j'ai démarré, je suis reparti parce que je suis que les gars pouvaient me lyncher. Mais ce que les gars ne comprennent pas, c'est qu'on gagne les marchés. On nous donne les marchés là-bas en haut. C'est ça qui nous permet de nourrir nos familles. On est obligé de jouer ce jeu pour pouvoir. Je dis, c'est des avocats qui le disent. Ils ne se cachent pas pour le dire à Adolphe que vraiment nous sommes tenus parce qu'on nous donne des marchés, on peut défendre certains dossiers, ça nous rapporte un peu de millions. Voilà pourquoi on peut souffrir ce luxe. Mais entre-temps, vous laissez le peuple acquis. Entre-temps, vous laissez les gens qui souffrent. Dans quelle situation? Aujourd'hui, M. Michel Ngachou, je peux vous le dire, les Camerounais d'aujourd'hui sont très loin des Camerounais de 2000, de 2008, de 2010. Aujourd'hui, quand vous se levez là, vous dites, assieds-toi bien avant de me parler parce que je maîtrise le droit. Je maîtrise. Oui, lorsque vous ne pouvez plus affronter, même dans les commissariats, passer dans la gendarmerie, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont confrontés, les officiers, les enquêteurs sont confrontés à des problèmes parce que ça ne se passe plus n'importe comment. Donc on peut reconnaître ça aux avocats, apprécier, tirer un coup de chapeau. Il est temps véritablement que le ministre de la Justice se lève et organise, comment on va appeler ça, les états généraux de la justice. Les états généraux de la justice. Parce que tant qu'on ne va pas aboutir à ça, on va se retrouver avoir les clivages. À côté des avocats, vous avez les greffiers. Ça ne va pas avec les greffiers parce que vous avez les greffiers qui sont condamnés, M. Michel Ngachou. Alors là, vous allez voir dans beaucoup de prisons, vous voyez qui sont condamnés par qui? Des magistrats. Or, rien n'entre à la justice si ça ne passe par le greffier. C'est lui la première porte. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a une masse, un court-circuit dans le système. Il faudrait qu'on saute d'abord, on disjoncte le compteur, on s'assied, on réfléchit avant de devenir à de bons sentiments. Merci à vous, Charles Mbachou. On en profite ce matin pour saluer tout le corps de la justice, pour ceux qui, dans leur bureau, certainement ce matin nous regardent. Bonjour à vous, cher monsieur, et bonjour à vous, madame. Bonjour à vous, maître. Bonjour à vous, monsieur le magistrat. Bonjour à vous, monsieur, madame, le greffier, ça, comme il le dit ainsi. Bonjour à vous, mais n'oubliez jamais qu'il faut toujours se mettre du côté des plus faibles. N'oubliez jamais, c'est vrai, qu'au-delà de la justice, il y a aussi des faibles qui posent des actes répréhensibles, mais qu'il faut toujours dire la loi, dire le droit, mais ne pas aussi oublier qu'il faut être un humain. Ne pas oublier qu'il y a des réalités qui sont inhérentes à l'espèce humaine et dire le droit de façon évidente. Il ne faut pas aussi oublier pour les magistrats, je veux dire pour les avocats, que s'il vous plaît, monsieur et madame les avocats, dites la vérité, défendez valablement les clients, mais à un moment donné, les gars, quand même, vous faites fort. La feuille rouge, mais vous dites que c'est bleu. La feuille bleue, mais vous dites que c'est noir.
au point où parfois, bon, C'est ça, c'est le rôle. c'est ça, c'est Mais le rôle. non, C'est ça, il la défend, monsieur non, Michel Ngati. il Merci défend son beaucoup, les gars. client. On dit, Non, Vous c'est voyez avec mieux des vaut lunettes, dire- moi je ne verrai pas avec mieux des vaut dire la lunettes. vérité à son avocat. Le monde Monsieur est Michel Ngati. On ne mange jamais à son Non, on ne avocat. mange jamais à son Pour qu'il avocat. trouve des subterfuges Voilà. pour nous sauver. Maintenant, il faudrait également encourager certainement ceux qui nous regardent ce matin en disant s'il vous plaît, faites un effort dans vos vies de ne jamais avoir de lien avec la justice, la prison. C'est des endroits qu'il ne faut pas, un homme ne doit pas souhaiter y aller. C'est très important de donner un petit conseil ce matin. Faites un effort de n'avoir aucun lien avec la justice et la prison. Faites un effort permanemment de tout faire bonnement parce que une fois que vous y arriverez, demandez-vous quel est le malheur qui vous attendra là-bas. Allez, Karine Santia, on va rapidement lire quelques messages de nos Camerounais, de nos téléspectateurs. Laissez bien sûr sur les plateformes connues. Oui, Voilà. Leslie Mbunda qui dit que the problem is when, par rapport à l'histoire du jour, the problem is when you give your child to someone, let the person take care of the child. Stop interfering, even if the child is being maltreated, is a good training for the child in future. Soyons un peu réalistes. Il y a des maisons où on fait la différence entre les enfants, où on fait travailler l'enfant de l'autre que ceux de la maison. Un autre C'est message. bizarre de le dire parce que avant que cet enfant n'arrive, on faisait les travaux. Donc maintenant, même si votre enfant est confronté à ça, il est là-bas parce que certainement vous n'avez pas eu la possibilité de lui donner la place qu'il occupe aujourd'hui, votre enfant. Donc on est contraint de subir ça. Quand je grandissais, Ce n'est même pas compté, c'est une bonne formation. oui, Voilà. ma grand-mère disait C'est généralement une très que bonne formation. Comment ça, Mobo? Si. Ça Oui, veut dire c'est que pas Être l'enfant dur. à je vous affronter les dis, difficultés j'ai de les la vie, témoignages les de obstacles. certaines de mes filles La vie aujourd'hui ne sera pas grandes, il y en a toujours jolie, qui ont même devenu grand-mère et disaient lorsque la maman, là, cite le nom, me faisait faire des trucs, je pensais que qu'elle c'était- me maltraitait. voilà. Je pensais que. Et la maman me disait, toi, fais, ne regarde pas ta fille. Laisse-les. Donc, effectivement, c'est le retour, l'envers aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants de sa propre maman, là, sont devenus paresseux. Il y a notamment Et ce un qui me parfois message. bizarre, c'est que vous avez l'impression que l'enfant qui est venu à la maison, qui part d'ailleurs et qui est chez vous, qui vivrait dans ces conditions, parfois même l'enfant sauvé de la famille. Hein. C'est-à-dire que vous... C'est pour vous de bras cassés là-bas. Oui, en réalité, c'est-à-dire Vraiment. que l'enfant se plaint que vraiment on me gère mal, on me gère pas bien. Demain, c'est l'enfant qui Mais c'est réussit. votre Et les espoir. vôtres même sont un tout petit peu... Il y a un témoignage pour l'histoire du jour. Moi-même, quand j'étais petite, je me plaignais que ma tante me menaçait trop. Mais aujourd'hui, je sais plus affronter les obstacles de la vie que ses propres enfants avec qui j'ai grandi. Voilà. Elray Chams qui écrit mais par rapport à la colère, ils doivent respecter les décisions. Il y a plusieurs manières de contester. Ils ne devraient pas utiliser la force face à ce renvoi. Ça, c'est par rapport à la manifestation. parler Qui a de la utilisé force, Est-ce que l'avocat a utilisé la force? Non, il n'y a pas de Il y a force. eu C'est pas- l'événement il y a eu de la force de la contestation. Et contestation, ils ont estimé que l'avocat ou les avocats qui étaient justement détenus pouvaient comparaître libres, non, monsieur Non, Mathieu? le problème est le suivant. non, D'abord, pas on avait pris ces Non. avocats, on les a ramenés. Les avocats ne sont pas barrés pour sont empêcher proposés, oui. les forces de maintien de l'ordre de prendre leurs confrères, de les amener. Ils n'ont pas empêché. Mais justement, normalement, et d'ailleurs appréciable, ils ont continué à parler, à dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Vocalement. S'ils avaient barré la voie, Mais qu'on ne c'est les ça, amène c'est pas les là, on scènes aurait d'urgence. peut-être compris que les ils ont magistrats appellent provoqué. des forces de maintien de l'ordre en disant vous êtes, mais non, on les a amenés, leurs confrères. La preuve, il n'y avait même plus de forces de maintien de l'ordre là. On fait appel à elles pour qu'elles viennent après. Et précisément, deux se sont levés pour dire aux magistrats en question, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas telle garantie? Et pourquoi vous vous comportez comme ça? C'est tout. la contestation n'était que vocale, Absolument. Les C'était messages. des éclats de voix, comme on le tout dit. simplement. Un autre message. Moi, je crois toujours que les avocats de ce pays ont le pouvoir de libérer le Cameroun des mains de ces gangsters. Bien qui Absolument. tiennent en Ils otage. en ont. Bien Ils en sûr. ont. Ils ont vraiment ce Ils pouvoir. en ont. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Mais monsieur Michel Ngachou, pourquoi vous ne voulez pas Ils en font arriver, vous ne tellement voulez de pas choses. arriver à l'évidence que à l'heure où on avait déjà tué toutes les classes moyennes
Les classes moyennes sont en train de se lever. On a fait pression sur les médecins, pression sur les enseignants, pression sur tous les corps. Voilà la les magistrats même. Voilà la classe des avocats, c'est la classe moyenne. On veut tuer toute la classe moyenne. On veut créer c'est la seule qui résiste. Ils veulent créer deux pôles. Un pôle extrêmement fort et un pôle extrêmement faible sur lequel on va marcher. Et c'est ça que les gens refusent, monsieur Michel Gatiou. Les messages, Karine. Karine, parfois tu fais même tout, on ne te laisse toujours pas. C'est vrai que je ne supporte pas le comportement de la fille, mais moi j'ai Rolande Kiampi. J'ai vécu sur l'un de mes oncles pendant 3 ans. C'était le Guantanamo. J'étais devenu le robot de la maison. Cette période de ma vie m'a forgé. Jean-Claude Medibé Con. J'ai eu un cas. On est tous passés par là. Moi, quand je mangeais la viande, c'est quand j'avais la chance de manger la viande, elle était pourrie. Quand on m'offrait le poisson, c'était un poisson pourri, monsieur. Ah bon? Oui, en temps normal, je ne mangeais pas. Et ça m'a forgé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui me retient. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui me retient aujourd'hui, que vous mettez, il y a ou il n'y a pas. Si c'est le riz corbeau, je suis là. C'est le plantain corbeau, je suis là. C'est sa force. Donc, faut pas que les gens... Merci beaucoup. Allez, dans un instant, madame, monsieur de Macron, une petite pause avec vous sur notre antenne 10-12 le Zénith. Et tout à l'heure, nous reviendrons avec la revue des réseaux sociaux. Mais nous nous posons encore une question évidente. Qu'est-ce qui s'est passé hier au tribunal militaire avec la dame Diomo Stéphanie? Au final, elle a été libérée, cette femme, dit-on. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur ce sujet, oui, pour en parler. Et peut-on dire aujourd'hui qu'il y a eu une victoire quelque part? Ils sont nombreux qui ont insulté Equinox Télévision. Ils sont nombreux qui ont pris sur eux de dire un certain nombre de choses sur la chaîne. Et pendant des semaines, étant donné que le procès était pendant en justice, nous étions calmes, nous regardons. La justice hier a dit le droit. On en reparle. 20 ans de carrière, ça se fête! La marque de vêtements Be A Lion, Magica et Fariblé présente la nuit de l'ambiance BCBG. À l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Avec en concert live, Coco Argenté. Mathématiques de petit pays. Ulrich Takam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head on pas poulet. Moustique le charismatique, Belkatobi. Et Jackie Kingé. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala Bercy, 6 à Aqua. Info live 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision Equinox. Consti Lamine, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Gatiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et 1000 fois merci à la radio et télévision Equinox parce qu'il faut le rappeler, si la carrière de Consti Lamine se veut positive, c'est grâce à la radio et télévision Equinox et surtout aux émissions telles que 10-12 le Zénith, l'émission Ville en Fête qui sont les émissions dans lesquelles j'interviens. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire déjà merci à vous Michel Gatiou, merci à Charlemagne Bachou, merci à Dominique, merci à Karine et surtout un merci au Mbombok National qui est notre père dans cette émission, celui à qui je dédie d'ailleurs mes 20 ans de carrière parce que c'est grâce à cette émission que le public a découvert Consti Lamine. C'est donc l'occasion pour moi de dire merci à la radio et télévision Equinox. Et nous également, nous souhaitons que tu dises merci à ceux qui m'ont précédé sur ce plateau, notamment Eric Fopoussi, bien entendu, qui a été là bien avant moi, y compris Sam Sévérin Ango, qui ont été les premiers présentateurs, bien évidemment, de cette émission 10-12 le Zénith. Allez, justement, parlons de ce projet BCBG en même temps, l'ambiance BCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine. C'est fort quand même, hein, Consti. Vous nous présentez un peu vos 20 ans de carrière, Frangin? Alors, il faut déjà rappeler que cette carrière a commencé en 2000. Après donc une brillante formation en marketing, commerce, vente, Consti Lamine décide de s'installer à son propre compte. C'est ainsi qu'il va proposer de temps en temps ses services dans les entreprises camerounaises. Et ces entreprises qui ont fait confiance à Consti Lamine aujourd'hui, j'ai donc décidé de remercier ces entreprises en célébrant mes 20 ans de carrière dans la communication commerciale et événementielle. Oui, parce que 20 ans de carrière, ça devrait se fêter. 20 ans dans le même domaine, 20 ans à servir les entreprises
camerounaise, 20 ans à servir les téléspectateurs. Il y a donc de quoi rendre cet honneur-là à ces téléspectateurs aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai donc décidé, avec le soutien de tous les partenaires du concept Salaka, avec le soutien bien entendu de la radio Equinox et de la télévision Equinox, de célébrer mes 20 ans de carrière qui auront lieu le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala-Bercy avec ce très grand spectacle de musique, ce spectacle bien entendu d'humour qui permettra au public non seulement de se détendre mais également de repartir avec pas mal de l'eau le jour de la célébration de mes 20 ans de carrière. Merci beaucoup, Consti Lamine. Et bien là, il faut le dire, hein, lorsqu'on regarde le spot qui annonce ce gros événement des 20 ans de carrière de Consti Lamine, madame, monsieur, peut-être vous n'en savez pas grand-chose. Vous nous y invitez d'ailleurs et vous nous parlez non seulement d'artistes, de prix d'entrée, de points de vente, de billets et Consti Lamine, mais surtout ce qui est fort, c'est qu'on a des artistes et pas des moindres qui vont vous accompagner pendant ces 20 ans de carrière. Il faut déjà rappeler que Consti Lamine ne le fait pas dans la dentelle. Hein. Pour ceux qui ont vécu... on le sait. Mototé. Ce jour-là, il y aura du mototé. Ce jour-là, il y aura du Corretta des Posta. Il y aura tous les produits du concept Salaka ce jour-là. Mais déjà, pour l'instant, il est question déjà de rappeler au public que le plateau est un plateau très riche, est un plateau très, très consistant. Vous avez entre autres des artistes tels que Belka Tobi, ce véritable chanteur de charme, une véritable bête du live qui sera bel et bien là. Vous avez Mathématiques de Petit Pays. Vous avez Jackie King des Voice. Et bien entendu, sans oublier Coco Argenté, Lago Galaxy. Et bien entendu, pour ceux qui veulent rire au maximum, vous aurez Moustique le charismatique, Ulrich Takam et bien entendu Kossi à travers la chanson Ton caleçon fait quoi chez moi. Cette chanson sera interprétée par Kossi et Coco Argenté sur le même plateau le vendredi 4 décembre 2020 à partir de 19h. C'est à Douala-Bercy. C'est-à-dire à ce jour, tous les artistes ont déjà reçu leur cachet. La salle est déjà entièrement payée. La sono qui viendra de Yaoundé est déjà mobilisée. Donc tout est en train de se mettre sur pied pour offrir un spectacle de qualité au public qui viendra célébrer les 20 ans de carrière de Consti Lamine. Alors parlons donc du prix d'entrée. Allons-y rapidement, Consti. J'ai voulu mettre ce plateau à la portée de tout un chacun. Vous avez deux types de billets. La première catégorie, c'est bien entendu les billets de 5 000 et bien sûr les billets de 10 000 francs qui sont les billets VIP qui sont déjà en vente depuis quelques jours au magasin 1001 Tapis, c'est au Cameroun, du côté de Douala-Bercy, au restaurant Service Plus, dans lequel on peut également acheter les tickets d'entrée du spectacle La Nuit de l'Ambiance BCBG. Je rappelle la date, le 4 décembre 2020, dès 19h à Douala-Bercy. Et c'est l'occasion pour moi ici, Eric Michel Ngachou, de remercier bien entendu le parrain de cet événement, Sa Majesté Arnold Eteki, le maire de Douala 3e, le maire de Bonalea, qui sont les parents de cet événement, sans oublier mes pères sénégalais. Il faut le rappeler que Consti Lamine a un côté camerounais et sénégalais, et les Sénégalais ont décidé d'accompagner le concept Salaka. Je remercie ce matin de la plus grande des manières la bijouterie Concorde, qui est l'une des grandes bijouteries à Douala, et bien entendu la bijouterie Pépite d'Or, qui sont les partenaires de cet événement. Merci beaucoup. Vraiment. Et au 4 décembre. On peut bien comprendre que vous avez 20 ans de carrière, 20 ans de compétences, 20 ans d'expérience, 20 ans de travail acharné. Nous serons avec vous. Merci. 20 ans de carrière, ça se fête! La marque de vêtements B.L. Lion, Magica et Fariblé présente la nuit de l'ambiance BCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala-Bercy avec en concert live Coco Argenté, Braca, braca, braca. Mathématiques de Petit Pays, Ulrich Takam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head on papoulet. Moustique le charismatique, Belka Tobi et Jackie King. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Consti Lamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala-Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala-Bercy, 6 à Aqua. Info live 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision Equinox.
Merci de nous retrouver pour la continuité de 10 le Zénith à l'instant sur votre antenne. Nous nous posions la question de savoir, oui, à l'entame de l'émission, qu'est-ce qui s'est passé hier au tribunal militaire? Charles Amembachou, vous avez appris la libération de Dame Diomo, dont l'écho a retenti aux quatre coins du monde concernant notre chère télévision. Comme quoi, son passage dans le cadre de l'émission Parole de femmes, il y a environ 3 semaines aujourd'hui, a connu un certain nombre de réalités. Finalement, la justice a dit son droit. Dame Diomo aujourd'hui est libre et va-t-on dire hautement et fièrement qu'Equinox Télévision reste dans son personnalisme de tous les jours? Alors, il faudrait parcourir la une du journal Le Jour de ce jour pour comprendre véritablement que ce que vous dites, la réponse y est. Parce que là, je pense bien, si je ne me trompe pas, Le Jour a titré Equinox Télévision repositionne, réaffirme son professionnalisme. Donc, si vous avez parcouru, je n'ai pas eu le temps malheureusement. Effectivement, c'est la une du journal Le Jour. Oui. Alors, moi plutôt, ce qui m'a un peu heurté, je tiens à le dire, c'est les crabes. Monsieur Michel Ngachou, les crabes qu'on a eu à voir, permettez-moi que je les taxe ainsi de crabes. Allez-y. Vous savez que le crabe, il a des pinces. Lorsqu'il s'agrippe, c'est difficile d'enlever les pinces du crabe. Vous allez voir tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par ceux que je considère comme des crabes. Certains allaient même jusqu'à fabriquer des choses inexistantes, inappropriées, indécentes, nauséeuses, nauséabondes à l'endroit du personnel d'Equinox. Aller fouiller la vie de certaines personnes, trouver des corrélations entre l'affaire Stéphanie Diomo et Equinox, fouiller dans les différentes villes, comme on appelle les sacs de poubelle, et venir le verser. J'estime que lorsque on se bat à être dans le droit, lorsqu'on se bat à faire un travail, on ne dit pas qu'il ne peut pas avoir des couacs, on ne dit pas qu'il peut avoir... Mais voir un tel acharnement sur un sujet comme celui-là, M. Michel Ngachou, ça donne véritablement à s'interroger si véritablement on n'est pas... on ne devrait pas se méfier du sourire ou de l'appel de n'importe qui. Vous avez vu tout ce qui a découlé sur Serge Alaoto, sur Julingue, tout ce qui... Estemaël, tout ce qui découlait, M. Michel. On est même allé jusqu'à faire des challenges, même qu'il n'avait même pas de raison aucune, alors que l'action il a fait porter sur un sujet, ainsi fait des recoupements ont été faits. Vous avez des journalistes même du jour qui ont eu à faire eux-mêmes des recoupements sur ce sujet, et je pense aujourd'hui que le fait pour la justice d'avoir dit le droit, le bon droit, nous ne pouvons que tirer un coup de chapeau. Effectivement, qui sont ceux qui, tapis dans l'ombre, tentent de manipuler l'opinion nationale et internationale et surtout tentent de salir autant qu'ils peuvent l'image de la chaîne du peuple aujourd'hui. Quelle appréciation le peuple en fait véritablement de cette attitude? Karine Santia, vous aussi, vous avez appris la libération de Dame Diomo enfin, et on va dire aujourd'hui, le droit, oui, a été dit, mais surtout, cette femme est restée droite dans ses bottes. Elle n'a dit que ce qu'elle a eu à dire sur ce plateau pendant tout ce temps. Il faudra qu'on commence à rentrer dans les histoires de tous les Camerounais et tous ceux qui ont réussi dans leur carrière pour vérifier si c'est vrai. Genre, on commence à chercher si Photo Victor vraiment il a vendu les arachides. Bon, on commence à chercher si Kadi de Photo il a vraiment commencé petit pour devenir grand. Il faudra qu'on rentre dans même l'histoire du président de la République, l'histoire du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, pour savoir si les histoires qu'on nous raconte, qu'on a récitées sur Internet pour nous dire qu'ils ont fait des études ici, ils sont ingénieurs en ça, c'est vrai, parce qu'il faudra des photos de ces moments où ils étaient à l'école, où ils prenaient des cours et ils prenaient des notes, parce que vous pouvez déjà aujourd'hui avoir le courage de prendre une photo de votre enfant qui est mort. Voilà. Ça veut dire que comme les Camerounais de nos jours marchent et prennent en photo des personnes en détresse, même les personnes en détresse doivent commencer à prendre les photos de leur détresse. Tout simplement. Dominique Audrey, avant qu'on s'exprime sur cette question, est-ce qu'on va dire c'est la sérénité enfin? Parce que moi, il y a une chose qui m'a outré personnellement en tant que journaliste, et je voulais bien sûr saluer nos confrères d'en face qui ont pris sur eux de salir l'image d'un confrère. Tout à l'heure, nous parlons bien sûr du corps des avocats, où les avocats sont dans une solidarité à notre pareil, où il y a eu un fait sur un avocat. Les avocats se sont mis ensemble pour soutenir un avocat, mais dans ce cas, on a vu plein de confrères se désengager et salir un
programme, je veux dire un programme, une image, une institution, une maison, une entreprise, sans avoir la moindre preuve. Michel. C'est très grave. Michel Ngachou, vous pensez que les personnes qui sont en face sont contentes que lorsqu'ils rentrent dans leur quartier, les génériques qu'on entend soient les génériques des journaux d'Equinox, que ce soit les émissions d'Equinox qui jouent et non les leurs? Vous pensez que les gens sont contents que tout le monde ne parle que d'Equinox? Ils ne peuvent pas être contents. Il y a énormément de jalousie là-dedans. Vous devriez le savoir. C'est un peu comme les relations interhumaines, ce qu'on vit aujourd'hui. Vous ne devriez même pas être outré lorsque les gens font ce qu'ils font. Ça veut simplement dire que vous faites bien ce que vous faites et par conséquent, les gens ne seront pas contents. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'était le cas de Dame Njomo. Demain, rassurez-vous, il y aura encore autre chose qu'on va chercher pour insulter Equinox. Donc, ça va venir, c'est comme ça. Et parlons des crabes de Charlemagne Batchou. J'aimerais dire que peut-être ça va, je ne sais pas comment ça va sonner dans la tête des gens, mais il y a des gens qui doivent au moins une fois dans leur vie réussir le suicide. Là, on est sûr qu'ils ne vont pas mourir idiots. Très bien. J'espère que le message est passé ce matin. Non, c'est passé. Alors, je vous donne bon Bengan. On va quand même le dire, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement quand même, bien connu, qui a outrepassé, on va te dire, un homme de la diplomatie, mais qui a pris sur lui de faire une déclaration lapidaire contre Equinox Télévision sans pour autant lui-même avoir la moindre preuve. Ne peut-on pas dire aujourd'hui... Pardon, citez précédemment tous les autres cas où des télés ont fait des choses. Non, on ne parle pas des confrères, parce qu'il ne faudrait pas faire la bêtise de nos confrères. Non, on parle des actes. Non, à ce ministère-là. On a des confrères qui ont pris sur eux de salir l'image d'Equinox. Nous ne jouons pas le même jeu. Non. Nous respectons leur choix, nous respectons leur orientation, nous ne versons pas dans ce calibrage-là. Et maintenant, nous parlons du ministre de la Communication, le ministre de la tutelle qui nous concerne. Voilà. Comment le ministre lui-même peut prendre sur lui de faire une allégation comme celle qu'il a fait, de faire un communiqué comme celui qu'il a fait, alors que le ministre n'a pas les preuves matérielles, les faits. Pourtant, le journalisme sont les faits. Il n'a pas de faits. Bon, comment vous appréciez ça ce matin? Première chose, le ministre ne fait pas l'information, il fait la communication. Et dans la communication, il y a ce qu'on appelle la propagande. Et on n'est pas obligé d'avoir les faits. Donc, il est dans la propagande. Mitterrand avait ses formules. Quand vous lui dites de Mitterrand, pourquoi vous avez soutenu Eyadema dans le coup d'État qu'il y a eu en 86, il dit, votre question est bonne, mais je préfère que vous me posiez telle autre. Et il se pose la question et répond à la question qu'il a posée. Donc, nous sommes là dans le champ politique. Et le ministre s'est dit justement, il est dans un environnement où l'exécutif a mis le judiciaire sous sa botte et il veut continuer dans ce sens-là. Dans ce sens. Donc, si vous vouliez qu'il se comportât comme vous l'aurez souhaité, il aurait attendu que Peter Essoka puisse quand même faire une sortie. D'abord, et maintenant disant que vraiment, même dans ce corps, voilà, tout à fait. Non, comme il est dans l'objectif, et comme dans le champ politique, il y a des partis satellites, il y a également certains organes de presse qui jouent un rôle qui est le leur, qu'on leur a assigné, qui n'est pas dans le premier principe du journalisme, dire la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour le journaliste, en raison du fait que le public a le droit de connaître la vérité. Ça, c'est l'acte 1 de la charte de Munich, de ce qui veut faire journalisme. Donc, en réalité, il faut remercier ici les magistrats. C'est les magistrats, ce magistrat qui a libéré ces dames, qui reste dans le titre. Bon, voilà, il est venu, on m'a dit de vous arrêter, mais au regard de Dédé, madame, allez à la maison, je ne retiens aucune charge sur vous. Comment est-ce qu'on repart un traumatisme comme celui que cette femme a connu pendant ces jours, pendant ces semaines, pendant... Elle est déjà libre, Oui, parce qu'en non, on repart cela. On parle de traumatisme. C'est dans l'ensemble. Ça veut dire que cette dame, elle a goûté, comme nous, à plusieurs reprises, comment la répression se traduit.
C'est en cela que la formule, je ne sais pas pourquoi les éditions Le Point ont enlevé cette formule à la 4e de couverture de leur livre. Ils disaient toujours, la politique, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Donc, voilà, quand vous dites, non, moi je suis dans mon coin, mais la guerre l'a trouvé là-bas, elle les a mis en brousse, elle a même perdu des enfants. En fait, il faudrait que, et c'est là où c'est les avocats qui doivent être comme les sentinelles de la société, nous porter vers la citoyenneté normale, et alors récupérer ce qu'on n'aurait pas dû perdre. Parce qu'on a bastonné les avocats hier, 2016 et tout. Aujourd'hui, je pense que s'ils maintiennent ça comme j'allais dire, comme leitmotiv pour qu'on parvienne enfin à un état véritablement de droit, et tout le monde a profité. Et cette femme, justement, va trouver une guérison par rapport à ça. Merci Bengan Kandji, madame, monsieur. Merci également. Vous nous rappelons quand même qu'il y a une semaine, par là, le dimanche, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, des chaînes de télévision nationales se sont liguées littéralement contre Equinox Télévision à travers des débats télévisés bien organisés, bien pensés. Et d'aucuns disent même que c'était payé. Pour quel intérêt? Pour quelle finalité aujourd'hui? Pour quel intérêt? La question est posée. Pour quel intérêt? Merci. Allez, passons à autre chose, Karine. On passe à autre chose, on parle la revue des réseaux sociaux, je vous en prie. De Guibaï Gatama, oui, et de son mouvement 10 millions de nordistes qui est interdit de fonctionnement par un arrêté du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji qui interdit sur toute l'étendue du territoire national toute activité, publication, réunion et manifestation initiée ou soutenue par le mouvement dénommé 10 millions de nordistes. Et pour le MINAT notamment, ce mouvement n'a aucune existence légale tout d'abord, mais aussi c'est un mouvement pour le ministre qui sous-tend que 10 millions de nordistes visent donc à diviser les Camerounais tout en les appelant à se dresser les uns contre les autres, alors que le mouvement défend un positionnement politique qui a pour but notamment d'appeler les populations du Grand Nord à prendre conscience de leur poids politique. Alors, et pourtant, ce n'est qu'un projet, c'est encore un concept, ce n'est qu'une idéologie, ce n'est qu'un concept encore qui n'est même pas encore né. Que tout de suite le ministre de l'administration territoriale s'insurge contre ça. Et on fait d'ailleurs une sortie officielle, comme c'est le cas chez la même Bachou. On ne parle que sur les réseaux sociaux. On n'est même pas sorti. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer l'attitude du MINAT aujourd'hui? C'est vrai que moi, je me prépare à créer 200 millions de Bamileke, M. Michel. Ah bon? Oui, c'est ça qu'on va... 200 millions de Bamileke? Oui, parce que juste à côté... Vous voulez créer aussi le Batoustan, comme on le dit? 200 millions, M. Michel Gatou, je m'envisage. Mais dans le fond, on a légalisé un mouvement pareil. Oui, j'en venais à cela, parce que juste à côté, on a le groupe Kangapeti Benanga, qui a été créé par ici le Duc, qui véritablement ne se gêne pas. Vous voyez tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux par lui-même, tout ce qui est fait par lui-même, le peuple de la forêt, le ton qui est tenu sur ces réseaux sociaux. Les gifles qu'on donne à travers les réseaux sociaux. Je pense que connaissant Guibaï Gatama, l'effet qu'il voulait chercher, il a réussi à l'avoir, attirer l'attention. Il n'a jamais fait une déclaration, ce n'était qu'un mouvement virtuel c'était un mouvement virtuel qui posait des actions. Ils ne se sont jamais constitués en tant que bureau ou association, histoire d'aller demander une quelconque légalisation. Ils n'ont jamais organisé une quelconque manifestation, aux rencontres, aux réunions. Donc c'est dire qu'il voulait attirer l'attention, et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que jusqu'à une certaine période, il n'y avait pas, lorsqu'on a coupé la tête de Mamadou Mota, cette tête a été coupée, le Nord a commencé à vaciller, quels étaient les pieds sur lesquels on devait se reposer, il fallait trouver quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, tout le Nord désormais a l'œil figé sur lui, en attendant certainement que Mamadou Mota ne sorte, et on comprend pourquoi certains partis politiques, depuis quelque temps, sont en train de faire le pied de grue dans l'espace du Nord, le Nord Cameroun, ils sont en train de faire du charme, installation des bureaux et tout, et qu'on sort pour pouvoir s'installer. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une véritable bataille. Donc, dans le Nord, tout le Grand Nord a peur du gars qui est en prison là. Pire, monsieur Michel, vous savez tout le Grand Nord. On a longtemps fait la politique, ça s'intéressait aux montagnards.
aux montagnards de l'extrême nord. Tous ceux qui sont dans la zone, les Matakam et tout, on allait, on trompait ces gars, on racontait un certain nombre de choses. Maintenant qu'ils ont eu quelqu'un à cette époque, Mamadou Mota, ils prenaient la peine de descendre. La première action que Mamadou Mota avait eu à poser, c'était des forages. Les gars n'avaient jamais vu des forages. Ils descendaient la colline pour aller puiser de l'eau et remontaient. Il s'est battu pour faire des forages. Dans cette zone, ils se sont dit, mais attention, il peut y avoir quelqu'un. La première revendication a été laquelle, M. Michel Ngachou? Nous n'avons que des enseignants. La majeure partie des gars de Guidé, les Matakam, les Mofoussam, tous ceux dans cette zone ne sont que des gars, des tout pour ils sont à l'école normale. Il a dit, ils ont posé en disant non, nous faisons plus que ça. Nous sommes à l'école normale avec des doctorats, avec de l'agrégation. On peut faire mieux que ça. Arrêtez de nous contenir dans un certain cadre. Alors on a dit non, il faut que cette tête, on essaie de voir, vous avez vu tous ces partis qui sont allés, qui ont raconté ce que vous savez dans cette zone de l'extrême. Mais malheureusement, même s'il y a eu des partis politiques qui sont arrivés dans le Nord et qui ont tenté, tant bien que mal, de mettre de côté de potentielles revendications, est-ce qu'ils ont enlevé dans les têtes de ces Camerounais de l'extrême Nord, du Nord, du Grand Nord, qu'il y a eu des valeurs qui ont été portées par des Camerounais? Pire, monsieur Michel Ngachou, vous savez, il y a une note confidentielle qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un ensemble de choses qui ont été posées avec le nom du PAN, du président de l'Assemblée nationale. Vous voyez que là, si vous parcourez cette note confidentielle mise sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir qu'ils sont à mal. Ces élites de Yaoundé issues du Nord sont très mal vues, mal à l'aise. On est en train de les gêner dans leur surface de réparation. Ils avaient besoin d'une bouée de sauvetage. Donc je crois que c'est une pression de ces élites mal loties, mal vues, de ces élites assassins de cet extrême nord résidentes à Yaoundé qui sont vues mal en disant attention, on est en train de venir toucher déjà notre gagne-pain, il faudrait que vous intervenez, sauver nos essais de notre sortie. Dominique Audrey, vous voulez bien? D'accord, merci bien, merci infiniment, et on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui en donnant la parole à Constille Lamine qui revient nous retrouver cette fois-ci pour ne pas du correcteur de posture. Mais avant Constille Lamine, madame, messieurs, on va le dire, le mouvement 10 millions n'était qu'un concept pas encore sorti, et hier nous avons tenté d'avoir Guy Gatama qui lui aussi n'en riait, ne pouvait rien faire d'autre que d'en rire, et finalement il a une belle couronne sur sa tête aujourd'hui, et qui est celui qui a humilié au final. Faut pas s'agiter, faut pas trop s'agiter lorsqu'on est au devant de la scène, lorsqu'on tient justement les rênes politiques, lorsqu'on est quand même à la tête du ministère de l'administration territoriale. Faut pas s'agiter. Constille Lamine, bonjour. Alors bonjour une fois de plus, Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Après donc la présentation de l'événement marquant les 20 ans de carrière de Constille Lamine, je reviens une fois de plus dans mon élément commercial pour parler de l'un des produits phares de Constille Lamine. Et avant de parler de ce produit, je tiens déjà à remercier tous les petits-enfants, tous les enfants qui ont passé le temps à regarder cette émission pendant les vacances, pendant les congés, et qui la regardent même de temps en temps lors des rediffusions. Je dis déjà merci à tous ces enfants, et je dédie ce passage de ce matin à ces enfants-là qui ont déjà pris, bien entendu, ce mot Correcta de Posta comme une véritable chanson, parce que c'est un mot qui anime les maisons, ça anime les établissements. Chacun aime entendre le mot Correcta de Posta, et ce mot sera présenté en intégralité le 4 décembre 2020 du côté bien sûr de Douala Bercy, à savoir bien entendu tout ce qui a comme avantage derrière le Correcta de Posta. Alors ce matin, je rappelle bel et bien à tous nos téléspectateurs que nous venons de recevoir à l'instant où je vous parle un important arrivage d'un nouveau stock des correcteurs de posture. Donc ceux des téléspectateurs qui ont longtemps cherché les grandes tailles, retenez que les grandes tailles sur les correcteurs de posture sont bel et bien de retour depuis ce matin au magasin 1001 tapis. Ça se vend tellement qu'on a bien sûr, on a de temps en temps des ruptures de stock au niveau des grandes tailles. Mais comme le concept Salaka est ce concept-là qui se suit de sa clientèle, est ce concept-là qui permet à sa clientèle d'avoir des produits de qualité selon leur convenance, raison pour laquelle je viens donc ce jeudi matin rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission que nous venons de recevoir un important arrivage des correcteurs de posture, et dans cet arrivage il y a toutes les tailles. Vous avez la taille S, vous avez la taille M, vous avez la taille L, vous avez la taille XL, vous avez la taille double XL et même la taille standard, disponible en deux couleurs, la couleur blanche
et la couleur noire. Alors, parlons donc des avantages du correcteur de posture. Cette jaquette médicale permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Elle permet de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Ah ben oui, regardez les championnats européens, les championnats africains, les joueurs ont un élément à l'intérieur de leur tenue de sport, une jaquette. Cette jaquette-là, c'est le correcteur de posture. Il est important de le porter régulièrement parce qu'il joue plusieurs rôles. Alors j'attire l'attention de tous les téléspectateurs qui regardent à ce moment, que vous soyez taximan, que vous soyez bensikineur, couturier, communicateur, quel que soit ce que vous faites, il faudrait avoir un correcteur de posture. Il faudrait avoir le correcteur de posta. Assez, correcteur de posta n'a pas pour wonderful palabao. Il y a bat for your dos. Il y a bat for your neck. Il y a bat for your épaule. Just come for magasin 1001 tapis and take your corrector de posta. Any man must get corrector de posta because the corrector de posta na some fine jacket. Donc motote nye sengalemba tatan. Binyo yando magasin 1001 tapis. Et banjana corrector de posta. Ya popete au magasin 1001 tapis. Au benmo au prix moins cher. Donc le prix normal est de 10 000 francs, mais dans le cadre de la célébration de mes 20 ans de carrière, je prolonge encore la double réduction. Vous les avez à 9 500 francs, votre correcteur de posture au magasin 1001 tapis. Oui, venez l'acheter, vous l'avez à 9 500 francs au magasin 1001 tapis, votre correcteur de posta. Et n'oubliez pas la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui fait partir de l'un des produits phares des 20 ans de carrière de Constylamine. Vous l'avez également au magasin 1001 tapis. Merci infiniment Constylamine. Et voilà, madame, messieurs, on va se quitter dans un instant. Le temps pour nous de vous dire merci d'avoir trouvé de l'intérêt à nous regarder. Nous resterons, quoi qu'il en soit, proche de vous. Si vous ne faites pas la politique, c'est elle qui va vous faire. Et on quitte l'émission en se plaignant quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui les mi-temps. En êtes-vous fiers aujourd'hui? À demain.